Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme toujours, je commence l'épisode en remerciant tous ceux qui prennent le temps de noter et commenter le podcast. Que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou encore par mail ou en DM. Je ne peux remercier tout le monde un par un, mais sachez que je lis chacun de vos messages et commentaires et qu'ils représentent beaucoup pour moi. L'année démarre extrêmement bien pour le podcast. Je suis super content que les récents épisodes et le format Watches and Friends vous plaisent tant. À ce sujet, j'ai reçu cette semaine la confirmation d'un invité qui se fait très rare dans les médias et que je vais recevoir très bientôt. Et là, ça va vous plaire, mais vous plaire. J'ai vraiment hyper hâte de vous dévoiler son nom. Mais encore un peu de patience. Vous le savez désormais, ABP Concept, aka l'atelier du bracelet parisien, est mon partenaire. Un partenaire avec lequel je partage beaucoup de valeurs. J'ai d'ailleurs reçu Yann Perrin dans l'épisode 53 et je vous le conseille vivement. Perso, et vous commencez à me connaître, je ne sais parler que de marques ou de personnes qui m'inspirent. Avant les fêtes, je vous avais dit que je testerais leur nouveau service de personnalisation et commande de bracelets en visio. Et c'est chose faite. Parfait pour ceux qui, comme moi, n'ont pas vraiment le temps de passer dans la boutique parisienne, mais veulent quand même vivre l'expérience d'achat ABP et surtout sublimer leur montre. D'abord, je me suis rendu sur le site abpconcept.paris, puis j'ai cliqué sur la section commande par vidéo, et là, il te donne toutes les infos et astuces à connaître avant de démarrer la visio. Comment mesurer l'entrecorne, le choix de la peau, la possibilité des couleurs, etc. Une fois prêt, tu échanges avec un conseiller ABP en visio sur chaque étape pour créer ton bracelet. Et ça fait vraiment toute la différence. Il te donne plein de tips pour faire les bons choix. Et quelques jours plus tard, tu reçois chez toi ton bracelet avec les specs exacts que tu avais imaginés. Yann a pris le parti de ne pas facturer le service, ce qui fait que, hors frais de port bien sûr, tu payes le même prix que tu sois en boutique ou de chez toi. Personnellement, je trouve que l'initiative est assez cool pour être soulignée. Côté tarif, évidemment, c'est un peu plus cher qu'un bracelet standard, mais sincèrement, moins que ce que vous pouvez imaginer. Et puis, comme je dis toujours, le prix s'oublie, la qualité reste. N'hésitez pas à aller voir le résultat sur ma Zénith, je l'ai posté en réel sur Insta. Et maintenant, place à l'épisode 63. Ce nouvel opus du format Watches and Friends signe le grand retour d'Alexandre, le collectionneur enchérisseur de montres dress à grande complication que vous aviez tant apprécié dans l'épisode 33. Un épisode dans lequel on revient sur les entrées et sorties de sa collection, ses récentes anecdotes, mais aussi ses conseils avisés sur les enchères. Et en fin d'émission, l'on se prend à distiller quelques Nostradamus sur l'année horlogère qui démarre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chers amis, l'invité que je reçois pour l'épisode 63 est déjà venu dans Démontrez-vous. Vous le connaissez. Et s'il revient aujourd'hui, c'est pour deux excellentes raisons. Tout d'abord parce que vous l'aviez littéralement adoré lors de son passage dans l'épisode 33. Ne sois pas étonné, c'est vrai, je t'assure. C'est gentil. Et vous en aviez parlé pendant longtemps, mais également parce que je voulais qu'il participe au nouveau format Watches and Friends, que tu aimes beaucoup d'ailleurs, j'ai cru comprendre. Il s'agit d'Alexandre, l'amateur privé, qui nous avait régalé avec sa collection de Patek, Vacheron et autres dress à complications, majoritairement acquises par le biais des enchères. C'est bon, ça vous revient. Et là, je vous entends faire des yes intérieurs parce qu'ils sont contents que tu sois de nouveau dans l'émission. Ouais, c'est un plaisir partagé. Alexandre, bonjour. Salut Edouard. Ça fait super plaisir de te revoir et de te recevoir. C'est très sympa de se voir. À nouveau dans l'émission. Dès la fin de l'épisode 33, et je parle sous ton contrôle, on s'était dit de toute façon qu'on allait refaire des formats et des trucs parce que ça avait matché de ouf. Tout de suite. On s'est dit qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas dit et qu'il fallait continuer. En tout cas, c'est un grand plaisir. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Tu vas me dire si ça te convient. Je te donne le programme. On va parler de... On va revenir sur ta collection. On va revenir sur son évolution depuis l'épisode 33 parce que je crois qu'il y a eu des allées et venues. Quelques-uns. Ensuite, on va faire un bref retour sur la partie enchère parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et je pense que une petite piqûre de rappel et aller un petit peu plus deep, ça peut être pas mal. Et enfin, on va échanger sur le bilan horloger, quelques highlights de l'année écoulée et les grandes tendances à venir. Ça te va ? C'est parfait. Écoute, c'est bon pour toi ? On y va. On démarre par ta collection. Alors,
J'ai très envie de savoir, alors malheureusement t'as pas pu emmener les pièces, mais j'ai très envie de savoir, on s'en discute souvent, on s'en parle, les nouvelles entrées que t'as fait depuis l'épisode 33, qu'est-ce qui a bougé? Et il y en a eu plusieurs, il y en a une qui est rentrée et sortie. Donc il y en a aucune qui est sortie dans celle qui était dans le podcast. J'ai rien vendu de ce que j'avais. T'avais fait des rêveurs, hein. Je t'assure que t'avais quand même, tes pièces avaient pas mal fait rêver. Ouais, ça fait plaisir à entendre. Mais il y a une montre dont on a parlé, que j'ai acheté, que j'ai au poignet aujourd'hui, parce qu'on m'avait dit que dans un budget de montre à acheter, ce qui n'est pas quelque chose qui coûte une fortune, il y a un truc très sympa, on en reparlera je pense après, c'était la Paul Router de chez Universal. Et une des premières montres que j'ai achetées après le podcast, par hasard en passant devant la vitrine d'un marchand, c'est une Paul Router plaquée or rose, donc c'est même pas une montre en or ou en acier. Je pense que c'est une des moins chères des Paul Router qu'on peut trouver, avec un superbe cadran noir, monté sur bracelet cuir, et je la porte depuis, je pense, au moins un jour sur 3, un jour sur 4. Elle a un petit peu remplacé la Rolex 1501 cadran bleu que je portais souvent à l'époque, que tu as vu plusieurs fois. Et ben maintenant, j'ai un peu la Paul Router en montre de tous les jours. Et pour l'anecdote, un jour, j'étais dans un restaurant à côté d'un banquier d'affaires qui avait une Patek assez chère, qui était un copain de copain, enfin, qui m'a dit « Ah, c'est toi qui aimes bien les montres, t'as un truc exceptionnel au poignet. » Et en fait, dans ces cas-là, quand tu montes ta Paul Router plaquée or, t'as une satisfaction personnelle qui est très très élevée, parce qu'en fait, la beauté de la montre est totalement décorrélée du prix. Je sais pas si ça va rester encore comme ça longtemps avec ce qui va se passer chez Universal. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une des premières montres que j'ai achetées après le podcast. C'était celle-là. Mais très peu de temps, en plus tu m'as envoyé le message, je me rappelle très bien, quelques semaines après. En fait, on a fait le podcast, j'en ai regardé quelques-unes, tu vois. Ça m'a un petit peu énervé. Ça m'avait un petit peu énervé, je me suis dit vraiment, les Paul Router, j'en ai eu 2 ou 3, j'en ai vendu, c'est quand même une montre qui est super sympa, et je passe devant cette vitrine, je la vois, je connaissais le vendeur, et puis je l'ai acheté. Pas un jour, sans que je ne reçoive un message en DM en disant putain je veux une Paul Router, c'est en train de monter, ça me fait flipper, je vais pas y arriver. Non mais c'est vrai, je crois que la Paul Router c'est une montre qui a été comme Universal et a été pas très visible ces dernières années en marketing. La Paul Router en béton armé par contre. En béton armé, surtout historique, t'as fait un super podcast là-dessus il y a pas longtemps. J'ai envie d'aller le réécouter, je l'ai même repassé pendant les fêtes. Ouais, exactement. Et il a fait un carton d'audience parce que c'était très attendu encore. Moi je l'ai réécouté pendant les vacances sur la route et c'est vrai qu'en fait quand tu vois ça et quand on peut s'attendre à beaucoup d'évolutions chez Universal à partir de l'année prochaine, c'est sûr que c'est encore le moment d'acheter des Paul Router parce que c'est des montres qui sont ça grimpe, sous-cotées par rapport à la qualité horlogère et à la beauté de la pièce. Le calibre 215 micro-rotor qui est une merveille. C'est incroyable. C'est super que tu commences par ça parce que c'est vraiment l'expression parfaite. Toi, tu es quand même un collectionneur qui est plutôt sur des pièces haute horlo, tu es quand même sur des pièces plutôt onéreuses en général. Et que tu démarres en te disant je prends un plaisir fou à une Paul Router plaquée. C'est génial, quoi. Je trouve que justement, tu pouvais pas mieux interpréter ce que je dis depuis des semaines, des mois et bientôt des années. C'est parfait. Donc, écoute, je l'ai pas fait pour ça, non, mais la réalité, c'est génial. Quand on aime les montres, souvent quand tu regardes les gens qui collectionnent les voitures, ils peuvent avoir des voitures exceptionnelles au garage et en daily, ils vont avoir un truc beaucoup plus simple mais qui est sympa. Je trouve que c'est un des gros changements qu'on voit vraiment maintenant. C'est ce côté, on était quand même il y a encore quelques années sur vraiment, c'était un système de caste un peu. Tu avais vraiment ceux qui avaient des Patek, des Audemars, des Vacheron, etc. Et puis tu avais ceux qui avaient des Rolex un petit peu, des gros collectionneurs de Rolex. Ensuite, ceux qui faisaient du vintage abordable, qui était un petit peu quotidien négligeable, tu vois. Et la frontière est beaucoup plus poreuse et maintenant on voit vraiment des gens qui collectionnent de tout. Ouais, t'as raison. La deuxième montre dont je vais te parler, c'est une Eberhard. Chrono monopoussoir. Je t'enverrai une photo. Elle est actuellement en révision avec un guillochage en escargot. Bleu et rouge, c'est assez large, je crois que ça doit faire, pour mon poignet c'est grand, ça doit faire 43 quasiment ou 42, mais c'est plat donc ça va. Je l'ai acheté chez un marchand qui vient d'Italie et c'est une montre qui a une présence au poignet, le cadran est neuf du stock, elle a une présence au poignet qui est incroyable et le plaisir apporté au quotidien c'est pareil, c'est des montres qui sont encore abordables. On va parler de price range là-dessus, de gamme de prix globalement. En acier c'est entre 3 et 5 à peu près, ça. En or tu rajoutes 1000 ou 2000 euros. Tu te rends compte mais je t'enverrai une photo, tu pourras la mettre sur Instagram. Le rapport qualité-prix-plaisir est pareil, assez exceptionnel. Donc j'ai acheté ça. Alors il y a qu'un truc, c'est qu'à l'usage au quotidien, c'est compliqué. C'est des mouvements qui sont extrêmement fragiles. C'est vrai. Le chrono monopoussoir avec le plexi bombé, il faut faire attention au coin de porte, au radiateur. T'as pas d'anti-choc là-dessus en plus. T'as pas d'anti-choc, t'as rien. Donc c'est des montres des années 40-50. Les montres d'avant, un K-bloc anti-choc, ça remonte avant années 50-60, c'est quand même difficile à porter. Mais si tu fais l'analogie avec les voitures, tu as une néo-vintage des années 90, en daily ça va, mais si tu prends une voiture des années 60 ou 70, t'as les mêmes problèmes. C'est exactement ça.
ça. C'est exactement ça. Donc effectivement, toutes ces montres des années 40-50, faut les mettre avec beaucoup de précautions. Et je recommanderais pas à quelqu'un de la porter tous les jours. Alors qu'une Paul Router, t'as zéro problème. C'est vraiment une super montre. Et la tienne, on la mettra en photo, elle est quand même incroyable. Tu sais, je regrette presque de ne pas avoir pris la mienne aujourd'hui, tu vois. Ouais, on aurait pu faire un truc sympa. On aurait pu faire un truc cool. Bon, ben, t'aurais dû me le dire. Ouais, j'aurais dû te le dire. J'aurais dû t'écrire hier. Et donc, tu portes celle-ci un coup sur 3. Elle est vraiment belle. Hein. Franchement, elle est eye-catcher, c'est incroyable. Comme ça. C'est incroyable. Je la porte à peu près un jour sur 3. Je mets toujours ma date cadran bleu. Et en général, j'ai une montre un peu plus compliquée qui est sortie de la banque, qui est chez moi et que je mets le reste du temps. C'est fou parce que je pense que c'est un peu pareil pour toi. Moi, si je devais faire un ratio, à une époque, je me faisais des tableaux de ce que je portais et tout pour savoir. T'es vraiment un geek. T'es vraiment un geek. Des TCD et tout. Grosse dynamique pour les geeks. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est encore le cas maintenant, que c'est les 20-80, quoi. C'est-à-dire que je porte à 80% du temps des montres qui valent moins de 3 000 €. Moi, je pense que je suis comme toi. Je me demande ma Patek 3970 si je l'ai portée depuis qu'on a fait le podcast. Parce que je pense que je l'ai rapportée à la banque. J'ai dû aller à la banque, la remonter 3-4 fois depuis. Enfin, tu vois, comme tu fais démarrer une voiture. Mais pareil, moi, quand je vois des pièces, je suis content de les avoir. Je suis content de l'avoir. Mais elles sont même plus chez moi, en fait, si tu veux. Tu vois. Ouais, mais en fait, je me dis, je vais aller la chercher. J'ai pas forcément envie de l'avoir chez moi. Ouais, c'est ça. Peut-être que si j'habitais, tu vois, dans une autre ville, je verrais les choses différemment. Je sais pas. Mais à Paris, on m'a cambriolé ma cave à vin récemment, mais ça c'est un autre sujet. Donc si tu veux, j'ai un rapport à la propriété, à ce que je l'ai chez moi, peut-être qu'il y a un petit peu... Ça a évolué depuis le temps, alors depuis les 6 mois de l'épisode, tu crois ? Non, parce que j'ai toujours quelque chose d'un peu exceptionnel, tu vois, que je porte, mais j'en ai maximum une chez moi, et comme je vais à la banque tous les 2-3 mois, elle change tous les 2-3 mois. D'accord. Donc il y a quelques montres en ce moment, c'était la Vacheron Jumping Hour que je porte régulièrement, et je pense que j'irai à la banque probablement, tu vois, dans quelques semaines, et j'en prendrai une autre. Cool, celle-là, Peut-être la 5110 que je ressortirai. Ah ouais, la 5110, elle est quand même extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'est une des plus belles pour moi. Ouais, pas des plus réussies, équilibrées. Je m'en lasserai jamais. S'il devait en rester qu'une, c'est vraiment très beau. En Patek dans ta collection, pour moi, ça serait ça. Moi aussi. Ce serait pas une Nautilus ni une 3070, ce serait ça. Non plus. Pourquoi ce choix, justement, d'aller plutôt vers des pièces plus abordables, enfin pas plus abordables, mais de les porter avec plus de plaisir? C'est quoi? T'es un peu déculpabilisé, décomplexé, moins de nœuds dans la tête, dans le cerveau, moins de charge mentale? C'est quoi le truc, selon toi? Non, tu sais, je pense que ça reste pour moi un objet simple du quotidien. Et souvent, quand tu as quelque chose de trop cher, ça peut être perçu comme pas ostentatoire, mais tu vois, enfin, un peu battu vu dans ce sens-là. Je trouve qu'en fait, là, souvent, mal interprété. Moi, tu vois, j'ai acheté 2 Nautilus à une époque où c'était achetable. C'était déjà cher, hein, mais c'était pas les prix qu'on a connus il y a 2-3 ans. Quelqu'un un peu énervé pouvait l'acheter. Exactement. Et à cette époque-là, c'était une jolie montre de sport dessinée par un des plus grands designers de tous les temps. Et c'était perçu comme ça. Quand ta montre, elle devient l'objet de désir. Et je rappelle que la plupart des gens détestaient cette montre pour le design. Exactement. Mais ça, à la limite, ça a changé. C'est assez risible. C'est assez risible. Quand ta montre devient l'objet de désir de tous les Instagrammeurs du continent. Qui font des formations en ligne. Pour les crypto-monnaies. Cliquez sur le lien en dessous. Exactement. Même si tu aimes toujours le design, tu n'as pas forcément être envie d'associer à cette image. Donc en fait, tu la mets moins, même si tu aimes toujours l'objet et qu'il est toujours là. Un peu le phénomène Rolex, Datejust, Jubilé, 41 mm, quoi. Mais exactement. À l'époque, cet effet-là, quoi. On aimait les Rolex modernes jusqu'à un certain point, puis ça a tellement basé sur une communauté qui ne ressemble plus, quelque part. Que tu passes à autre chose. Donc ça, on adore ces montres. Ouais, exactement. Donc ça a joué, je pense, pour les Nautilus. Et le reste des montres, écoute, je les mets toujours, mais c'est juste que avec 3 enfants, remonter un QP tous les matins, tu vois, parfois t'as d'autres priorités. Tu vas arriver à la bourre à l'école tous les matins. Excusez-moi, j'ai dû régler mon QP, tu vois. Ça peut être drôle, ouais, remarque. Ça peut être drôle. Mais j'ai toujours autant de plaisir à les voir, et quand je vais à la banque, je les remonte. Après, je sais que tu as fait un podcast avec Jean-Claude Biver il n'y a pas très longtemps. J'avais vu une émission où il avait présenté sa collection de montres avant une vente aux enchères, et je dis ça avec beaucoup d'humilité. Je compare pas du tout ma collection à la sienne, hein. Mais en gros, il expliquait que 80% de ses montres, exactement la 80-20 que tu disais, elles restaient en fait à la banque et qu'il ne les portait pas. Il y a ça, ce que je trouvais très intéressant aussi, c'est quand il était passé chez Mathieu Stéphanie, chez Génération Do It Yourself. Et il avait dit un truc que je trouvais passionnant, c'est que son fils l'avait encouragé à vendre des pièces qui étaient trop âgées, qui ne plaisaient pas à sa génération. Exactement. Plus à sa génération. Et je trouve ça super intéressant. C'est très intéressant. Notamment, je crois qu'il avait plein de chronos monopoussoirs, tu vois, des années 40-60. Comme quelqu'un qui aurait des Bugatti, si tu veux, c'est magnifique. Enfin, Bugatti, je parle des années 30-40. 30-40, c'est magnifique, mais c'est insortable. Et est-ce que ça plaira des moins de 60, on n'a plus rien à foutre, entre guillemets. Enfin, je fais un gros. C'est pas l'achat prioritaire. Ouais, exactement.
Alors moi, j'ai surtout du néo-vintage, donc ça plaît encore à notre génération. Mais et puis attention, le néo-vintage et restera facile à entretenir et facile pour beaucoup à utiliser parce que plutôt étanche, parce qu'un câble, parce que magnétique. Enfin, il y a plein de specs qui font que. Exactement. Contrairement aux montres d'avant. Ouais. Mais c'est vrai que malheureusement, tu as une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai du plaisir à acheter des pièces qui sont un peu plus simples, c'est parce que j'ai le luxe de les laisser chez moi, de pouvoir les changer et ça me dérange pas d'avoir 3 montres à 3 000 € chez moi. C'est ça. Alors qu'avoir 3 montres à 50, c'est quelque chose avec lequel je vivrais beaucoup moins bien. C'est ça. Et ça n'empêche pas que le plaisir quand je mets ma Eberhard ou mon Universal, je sais pas si c'est le même que quand tu mets une Patek compliquée, mais la réalité c'est que moi j'ai du plaisir à horloger dans les deux cas, et quand je regarde l'heure je me dis qu'est-ce que c'est beau. Mais en fait, alors même si le plaisir ne s'additionne pas comme des chiffres, mais quand je fais malgré tout cette espèce de pseudo-addition dans ma tête, j'ai parfois le sentiment d'avoir plus de bénéfices-plaisir avec ce type de montre quelque part. 100 fois. Tu vois, mais en fait, tu vois, je pense qu'on l'avait évoqué la dernière fois, tu as cette notion de qualité de l'objet qui en fait est totalement décorrélée du prix. Si tu mettais sur la preuve avec ce que tu as au poignet. Ouais, exactement. Si tu mettais, tu vois, sur une Eberhard monopoussoir Patek Philippe, on parlerait pas de 3 000 € pour une montre, on parlerait probablement plutôt de 300 ou 400 000. Mais la réalité, c'est que dans les deux cas, la montre serait sublime. C'est la marque sur le cadran et le mouvement qui aurait été différent. Mais la beauté horlogère du dessin et de ce que tu portes au poignet, ça n'a rien à voir avec la marque. Bah, le micro-rotor de l'Universal, tu le retrouves dans de la Patek. Hein. Bah, la 5110. Qu'est-ce que tu veux ? Exactement. Non, mais tu vois, c'est le micro-rotor. C'est la meilleure interprétation. Ça montre à quel point Universal a été une manufacture horlogère de premier plan dans les années 50. On va en parler après parce qu'il y a fort à dire là-dessus. Tu penses que tu vas continuer dans un recentrage ou tu vas... Parce que tu étais quand même parti, je me rappelle quand on s'était vu il y a 6 mois, tu visais des pièces... tu étais un peu dans le encore plus, quelque part. J'ai l'impression que tu es moins dans le encore plus. Je me trompe ou pas ? C'est la remontée des taux, ça. Non, je plaisante. Non, j'étais pas dans le encore plus, mais... Peut-être que je me trompe d'ailleurs. Hein. Non, mais en fait... Pas dans le encore plus pour le encore plus, mais dans le... Plus exceptionnel. Des choses encore plus exceptionnelles. En fait, je crois que l'une des questions que tu m'as posées, c'était laquelle la prochaine. Et moi, je t'ai dit que c'était une 5004, donc qui est le QP chrono monopoussoir. Donc là, je suis tombé de ma chaise. C'est vrai, exactement. Moi aussi, remarque en le disant, ma femme encore plus quand elle a vu le prix. Non, je plaisante. Faut pas qu'elle écoute le podcast. Non. Donc en fait, c'était sans doute la prochaine qui me faisait rêver. Oui. C'était pas forcément la prochaine que j'achèterais. J'espère en acheter une un jour. Au-dessus de la 5004, j'adore les Patek 2499 qui sont la génération dont on a parlé avant les 3270. Oui. Mais quand tu commences à partir dans ce délire, la limite, elle est quasiment pas chiffrable. Surtout quand tu vois les derniers résultats d'enchères. Moi, je suis là pour prendre du plaisir quand j'achète des montres. Et en fait, je vais pas attendre d'avoir X dizaines de milliers d'euros sur un compte en banque pour m'acheter un truc qui me plaît. Si je vois un truc qui me plaît avant en vente ou chez un marchand, je l'achète. S'il faut que j'en vende une autre, je la vends. J'essaie toujours de pas avoir trop de montres. Là, j'avais acheté une Patek Calatrava que j'ai revendue peu de temps après l'avoir achetée parce que ça faisait un peu double emploi. C'était pas exactement celle que je voulais. Et je trouvais que j'en avais un peu trop. Tu vois, dans le stock. Tu m'avais montré là, cette Calatrava, oui. Calatrava, c'est la même que la 96. C'est la référence 25-45. Sauf que la différence, c'est qu'elle a un fond vissé et qu'elle est étanche. C'est ce que tu m'avais montré. Et la mienne, elle venait de chez Kobi à Milan. Elle était boîte papier. C'était belle en plus. Très belle. Très belle. Pour le cadran et tout. Hein. Très belle. Le boîtier un peu oxydé parce qu'elle est restée longtemps dans un coffre. Pour l'anecdote, elle avait été produite dans les années 50 et vendue en 70. Donc ça montre, tu sais, c'est encore une montre qui illustre qu'à l'époque, les Patek, tu étais horloger, on te livrait ton stock de Genève et en fait, elle pouvait rester 20 ans en attendant un client dans un coffre. C'est une histoire assez folle et je l'ai portée un petit peu et finalement, moi, ce que j'aimais, c'était les Patek avec les cadrans en émail. Elle n'avait pas le cadran en émail. Non, je l'ai un petit peu acheté, tu vois, alors que je voulais acheter quelque chose d'autre et finalement, je me suis dit, je la revends et voilà. Et ça, c'est alors voilà encore une belle leçon. Alors, on n'est pas donneur de leçons du tout. Quand je dis belle leçon, c'est dans le bon sens du terme. C'est d'acheter vraiment ce qu'on veut. Plein de fois, et toi aussi, je pense au début, quand on est un peu plus béotien, on commence à acheter des trucs, même si ça coche pas toutes les cases. Oui, mais elle est quasiment bien, mais le prix est bien, mais machin. Non. C'est de la connerie. C'est de la connerie parce que vous allez devoir la vendre. C'est une charge mentale. Ouais. Et en ce moment, attention, rien n'est liquide en ce moment. Non, rien du tout. Mais c'est exactement. Donc acheter les bonnes pièces. C'est exactement ce qu'on avait dit quand on parlait de la 6542, où j'avais dit que j'avais payé le prix d'une belle 1675 pour acheter une 6542 complètement pourrie. Alors qu'en fait, avec du recul, il vaut mieux s'acheter une très belle Paul Router si on n'a pas les moyens d'acheter une belle Datejust. Tout à fait. Parce que le jour où on veut la revendre, la belle Paul Router, on la vendra bien, alors qu'une Datejust un peu fatiguée en fin de course, vous allez vous faire atomiser. Je dis souvent, et j'ai vraiment gardé toujours ce truc en tête, il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, quand j'allais, il y avait un club de gros collectionneurs parisiens et j'allais souvent à leurs trucs et tout ça. Et un mec qui est très connu sur les réseaux notamment,
peut-être qu'il se reconnaîtra s'il écoute, et il m'avait dit justement quand j'étais venu à un de ces trucs, achète toujours la pièce exceptionnelle parce que de toute façon, sinon tous les matins et tous les jours, quand les 200 fois par jour où tu vas la regarder, tu vas toujours avoir ce petit 1% qui va te faire chier, qui va te gâcher le plaisir, et finalement tu vas devoir vendre derrière. Donc tu vas perdre du temps et ça sera pas bon, quoi. Mais je pense qu'il a entièrement raison. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Mais c'est valable dans tout. Même s'il y a 1% qui te plaît pas. Hein. C'est valable dans tout. C'est en fait la pièce exceptionnelle avec l'effet rareté, elle se revendra plus facilement que la pièce avec les défauts. Voilà. Et tu feras. Alors, je n'aime pas parler d'investissement, mais tu pourras moins perdre d'argent, en tout cas quand tu achètes une pièce qui est exceptionnelle, parce que ça se justifie. Mais c'est pas un gros mot. Je l'ai fait dans les caisses. Dans les voitures, moi je l'ai beaucoup fait, où c'était toujours avec la bonne option, la bonne couleur, le bon machin, le bon truc. L'immobilier c'est pareil, t'as l'emplacement, t'as la bonne disposition des pièces, t'as X et X et Y, t'achètes un peu plus cher, mais derrière t'es toujours gagnant finalement. D'aucuns pensent que ça peut être un gros mot là-dessus, ça n'en est pas un en fait. Ça n'en est pas un. C'est juste savoir bien acheter. Pas être vite ses intérêts, comme je dis toujours. Exactement, savoir bien acheter, ça veut dire que tu te fais plaisir, mais que le jour où tu voudras changer dans les montres, enfin forcément maintenant on veut changer. Ça sera liquide. Ça sera liquide. Tu pourras la mettre chez un marchand qui aura peut-être une émotion en la voyant et il sera prêt à te donner 5 ou 10% parce qu'il la veut pour sa collection perso ou parce qu'il sait qu'il la vendra plus facilement que reprendre un truc qui est en fin de course avec une boîte toute polie, un cadran qui a été changé. On le voit aujourd'hui. Moi, je parle avec beaucoup de marchands qui ont par exemple des 55-13, donc des Sub, 16-80 et compagnie. Ils ont tous les mêmes avec la même patine, avec les mêmes inserts, avec les cordes un peu rincées, avec les machins et tout. Mais tu te pointes avec ça, ils n'en veulent pas. Par contre, si tu as une belle 55-13, avec le bon cadran, avec la bonne patine, avec le bon insert et compagnie, ils sont prêts, comme tu dis, à mettre la petite touche en plus parce que cette pièce les intéresse. Moi, ça m'est déjà arrivé où certains marchands reprennent des pièces que tu leur vends pour leur collection. Bien sûr. Alors, ils vont pas te la payer le double du prix pour autant. Il faut pas rêver non plus. Mais en fait, mais ça montre qu'elle est suffisamment belle pour qu'ils soient prêts à la mettre dans un stock à plus long terme que juste faire un arbitrage pour gagner 10%. Et en tout cas, ils te proposeront pas un prix insultant. Exactement. Ça aussi. Ils te proposeront un prix qui ressemble à peu près au marché, quoi. Exactement. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une ou des pièces sur lesquelles tu as toujours hésité, t'es pas passé à l'action, tu as toujours mis un petit orteil dans la piscine, mais t'as pas plongé? Non, pas vraiment. Enfin, tu vois, globalement, moi je suis plutôt du genre où si je vois un truc qui me plaît, j'y vais. Tu plonges, je plonge. Petite recussion. Non, mais quitte à regretter à la revente ce que j'ai fait avec la 25-45, mais je l'ai acheté aux enchères en Italie. Enfin, tu vois, donc j'ai fait une petite affaire dessus. Mais je l'ai acheté pas pour les bonnes raisons, parce qu'elle était pas chère. Je me suis dit, la référence est belle, mais finalement, c'était pas exactement ça ce que je voulais. Et dans ces cas-là, en fait, quand il n'y a pas d'émotion, je trouve, quand on achète, on s'en lasse beaucoup plus vite que quand il y en a une. Et toutes les montres que j'ai gardées, on la porte pas. Et toutes les montres que je garde aujourd'hui, c'est des montres en fait pour lesquelles j'ai une émotion quand je les porte. Alors que sinon, t'as un peu tendance à acheter parce que c'est une bonne affaire. Tu la mets une semaine et puis tu la revends à un marchand. Elle est partie, la Cartier? Non, la tank. La tank cintrée. La tank cintrée, elle est toujours au coffre. Je ne l'ai pas remise depuis. Mais du coup, elle est toujours neuve de stock. Attention, elle sera plus en garantie bientôt. T'as raison, elle sera plus en garantie. Mais elle est toujours. Moi, c'est souvent un motif de vente, tu sais. J'ai déjeuné avant avec un copain, il se reconnaîtra, il fait pareil pour sa voiture. Il m'a dit qu'il la mettait en vente parce que dans un an, elle était plus sous garantie. Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Hein. Ouais, il a raison. T'arrives à 3, parce que souvent maintenant c'est 4, 5 ans. C'est 4 ans, elle a 3 ans. Ça fait chier, quoi. Il m'a dit maintenant, je peux encore la vendre avec 40. Exactement. C'est les fameux 100 000 km à l'époque, tu sais, pour les voitures. C'est ça le truc aussi. Donc, t'as pas vraiment. Oui, mais c'est bien. C'est-à-dire que tu t'es donné les moyens, entre guillemets, d'aller vers tes rêves, et puis finalement, même si ça plaisait pas, tu t'assumes le truc et tu vas au bout, quoi. Ouais, exactement. C'est une bonne philosophie. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, on dit ça, mais on peut l'assumer plus facilement, parce qu'il y a quelques années, en effet, tu peux le faire plus facilement quand même. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'aller vers une pièce sur laquelle tu es moins sûr, parce que la liquidité n'est pas la même quand même. C'est très difficile en ce moment. C'est pas la même chose quand même. Hein. Je sais que moi, même à titre perso, sur des pièces, on en a parlé en off, tu réfléchis quand même vachement plus, quoi. Parce que tu sais que ça coûte cher de changer d'avis. Ça coûte cher de changer d'avis, et puis tu sais qu'en plus, s'il faut qu'en parallèle tu te débarrasses d'une autre pièce, c'est pas facile non plus, même si tu as des pièces qui sont cool. Enfin, voilà, il y a, tu sais, l'effet. T'as plein de gens qui vont te dire, certains disent, elle est cool, elle est super, elle est machine, mais par contre, quand tu la mets en vente, tu n'y as plus personne. Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de pièces comme ça. C'est comme quand les mecs font des études marketing dans la rue sur une fausse bonne idée, les gens disent tous, oui, moi, si c'était comme ça, je le ferais. Je serais client. Mais dans les faits, ça se fasse jamais. C'est un petit peu le même effet, je trouve. Prochaine en vue? J'en ai pas. Enfin, mais ça arrive. Non, tu vieillis, hein. Non, mais j'en ai pas parce qu'en fait, là, je vois des catalogues, tu vois, de vente aux enchères. Il y a une vente la semaine prochaine à Monaco, chez Hercurial. Il y a une très belle montre, d'ailleurs, dedans.
j'ai oublié le numéro, mais c'est une Daniel Roth, chronographe monopoussoir des années 90. Wow. Je ne sais plus qui a fait le mouvement, mais c'est vraiment une belle montre. L'estimation est à un prix dérisoire, c'est 2 à 3 000 euros. Donc à mon avis, ça va partir, tu vois, bien plus cher. À un moment donné, je me suis dit, franchement. C'est pas dit, parfois on n'est pas à l'abri de surprise. Alors, ouais, mais quand tu vois Daniel Roth avec les ça sera pas 2-3 000, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'envolée et pas la flambée, ce qu'on a pu connaître il y a encore 2-3 ans. Elle peut se vendre 6 000 euros et avec les frais, ça fait 7,5. Ce qui reste très raisonnable. Ce qui reste raisonnable. Donc j'ai failli mettre une enchère dessus, sur celle-ci. Et puis en fait, tu vois, je sais pas, j'ai pas eu envie de. T'as pas l'impulsion. Non, mais j'ai eu une mauvaise souvenir aux enchères récemment. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Tu veux qu'on en parle ? On peut en parler si tu veux. J'ai eu 2 enchères qui se sont pas très bien passées. Une pour moi et une pour moi, pour ma femme et une pour un copain. Je dirais pas la maison, mais c'était une vente à Monaco et j'ai acheté 2 montres. Je dirais la date, mais je dirais pas la maison. Ouais, c'est exactement. Je dirais la date, je dirais le nombre de lots, mais je dirais pas la maison. Et j'ai eu 2 montres et sur les 2 il y avait des problèmes. Il y en a une qui fonctionne pas et une où les poussoirs en or ont été remplacés par des plaqués or pas manufacture. Donc Frankenwatch un peu quoi. Alors la deuxième Frankenwatch et la première c'est une Jumping Hour Gérald Ginta Retro Fantasy avec les lunettes en diamant et en fait quand l'heure sautante passe l'heure ne saute pas donc il y en a pour 800 à 1000 euros de réparation chez Gérald Ginta. Comment ça se passe, c'est quoi la suite, next step? On s'écrit et on finira bien par trouver une solution. C'est un jeu de missive. C'est un jeu de missive pour l'instant pas en recommandé, mais c'est juste si on revient un peu aux enchères, qui était je crois ton prochain sujet. Ouais. Quand tu vois ça, tu te dis quand même, moi je sais pas, j'ai dû acheter une 50aine de montres aux enchères. J'ai jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui, y compris sur des choses que j'ai pas vues, mais ça remontre à quel point y aller et inspecter les pièces, surtout quand c'est une maison de vente aux enchères que vous connaissez pas. C'est absolument indispensable parce que j'imagine que il devait avoir 250-300 lots à la vente. Si tu en achètes 2 dans une vente et qu'il y a un problème sur les 2 sur 300, je pense pas que statistiquement tu aies eu les 2 seuls où il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a probablement 100 ou 150 montres qui sont c'est 100 ou 150 montres de marchands où on s'est défaussé sur le stock et elles sont vendues un peu en l'état. Mais ça veut dire quoi? En fait, ce que je ne sais pas, c'est déjà les poussoirs. Là, pour le coup, vérifier qu'ils sont en or. Je ne sais pas si un expert comment il peut passer à côté. Putain, et le plaquage était bouffé? Non, il n'était pas bouffé. Mais en fait, de toute façon, avec la loupe, tu te rends compte. Bah, bien sûr. Tu te rends compte que c'est pas le matériau. L'expertise, par définition. Ouais. Donc normalement, l'expert aurait dû s'en rendre compte. Bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce que tu attends de lui, qui disent il y a 2 pièces qui sont pas d'origine. Bien sûr. Et sur l'heure sautante. Peut-être qu'elle s'est cassée pendant l'exposition qu'elle est tombée, parce que ceci dit, elle avait l'air de fonctionner. Et il y avait marqué sur la descriptive qu'elle fonctionnait au moment de l'expertise. Oui, mais ça, c'est toujours ce qu'ils mettent. C'est toujours ce qu'ils mettent. C'est normal. Mais ceci dit, j'avais l'impression qu'elle était réglée à 10h10. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi à la régler. Moi, quand j'ai voulu la régler, l'heure ne passait pas. Donc ça veut dire qu'elle s'est cassée entre le moment où ils ont fait la photo et après. Mais la réalité, c'est qu'on m'a livré une montre chez moi qui était cassée. Donc ça m'a un petit peu refroidi sur mes prochains achats. Et puis, 2 pièces. 2 pièces. Ouais, donc. 2 pièces sur 300 lots, tu vois, statistiquement. C'est beaucoup. Soit t'as vraiment pas de bol. Soit t'as vraiment pas de bol. soit il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de bol. Tu vas faire une class action avec les gens qui ont acheté. Je vais essayer pour me faire. Non, mais je suis sûr qu'on va trouver une solution. Oui, mais bien sûr, je pense que les mecs n'ont aucun. Surtout aujourd'hui avec les réputations, les mecs n'ont aucun intérêt à ce que tu fasses des vagues. En plus, si t'es un petit peu comme moi, quand ça commence à monter la moutarde, il y a un point de non-retour, attention. Donc, et je pense que tu es un peu comme moi toi là-dessus. C'est-à-dire que ça monte gentiment, mais après. Il y a un moment donné où tu vois, on arrête d'être poli. Ouais, surtout que c'est pas le prix d'une Paul Router, les 2 montres. C'est pas des trucs à 1500 balles, tu vois. C'est des trucs où la maison de vente aux enchères. Quand tu raisonnes commission, la maison de vente aux enchères, c'est des pièces où elle a dû encaisser 1500 ou 2000 euros de commission. Donc, tu attends un minimum de SAV. Si tu achètes une montre à 1000 balles et qu'ils ont encaissé 200 euros, bon, ils ont quand même une obligation de résultat et un devoir déontologique et de transparence. Bien sûr. Mais là c'est. Enfin bref, du coup, ça m'a un petit peu pas déchanté avec les enchères, mais exactement. J'attends en fait de régler mes problèmes avant d'en regarder une nouvelle. Tu m'étonnes. Bah oui, c'est normal que ça refroidisse. On passe aux enchères, on passe à la partie enchères. On en avait déjà parlé la dernière fois qu'on s'était vu, ça avait été passionnant et je voulais qu'on fasse un petit focus rapide, qu'on vienne rapidement sur les notions, les conseils vus ensemble, etc. Parce que de plus en plus de gens, et tu vois bien que moi j'en parle de plus en plus aussi, c'est quand même un billet hyper intéressant. Alors, j'ai pas envie de dire pour faire de bonnes affaires parce que c'est pas ça le terme, mais en tout cas pour trouver des pépites, pour
Puis c'est excitant quand même. Enfin, il y a un il y a la chasse au trésor. Il y a une excitation qui est extraordinaire, bien plus que quand tu vas sur un site, tu as le prix, puis tu regardes et puis tu n'as pas envie. Enfin voilà, on a tous ce petit truc comme ça. Les fondamentaux que tu conseillerais justement pour acheter sereinement, ça se résumerait en quoi? Écoute, c'est toujours d'y aller, de voir les pièces, surtout par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Ça, c'est clair. D'acheter ce qu'on a aussi dit avant. La pièce qu'on a les moyens de se payer si possible dans la meilleure qualité possible et savoir prendre une maison de vente aux enchères avec une certaine réputation et éviter les maisons génériques où il y a énormément de pièces et un travail moyennement sérieux sur l'estimation et le catalogue. L'actualité, quand tu vois les ventes de ces derniers mois, mais enfin on l'a un petit peu évoqué, c'est très difficile en ce moment de vendre des montres, surtout dépasser, on va dire, 2-3 000 euros. J'ai parlé avec beaucoup de marchands récemment, dont un qui se reconnaîtra et qui m'expliquait que passé 3 000 euros, il n'y avait plus personne. Moi, j'en ai eu un ce matin au téléphone, il m'a dit c'est la catastrophe. Ils ont, depuis le dernier trimestre, ils sont à moins 50% quasiment de l'année d'avant. C'est ça. Sans vraiment raison apparente, mais tout ce qui est, on va dire, supérieur à 3 000 balles, il n'y a plus personne. Et parallèlement à ça, les indépendants j'aime pas le terme se gave, c'est pas le terme, en tout cas, explose, et les montres entre 500 et 2000 euros fonctionnent très bien. Parce que Peace of Mind, mouvement qui fonctionne, garantie. Je suis pas en train de me faire l'avocat de ça justement, mais justement l'avocat du diable au contraire, en disant voilà, moi j'adore le vintage, mais il faut quand même aussi avoir des notions et il faut savoir un peu ce qu'on va chercher. Mais effectivement, ces montres-là cartonnent, mais pour revenir à ce qu'on disait, les montres de plus de 3 000 euros, plus personne. Mais ça veut dire qu'aux enchères, il y a des bonnes affaires à faire. Ça veut dire qu'aux enchères, moi quand je suis les enchères, via Interenchères notamment, je vois les pièces, généralement il y a 2-3 personnes max. C'est un truc de fou. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'invendus. Parce qu'il y a beaucoup de commissaires-priseurs qui font des estimations relativement élevées pour avoir les pièces en dépôt. Et même ils les baissent après au fur et à mesure. Ils les baissent après, ou ils font un after-sell. Mais il y a quand même pas mal d'invendus parce que la réalité, c'est que le marché, il est moins profond qu'avant, surtout dépassé un certain prix. Rendez-vous sur place, discutez avec l'expert. Bien souvent, il est là pendant les jours précédant la vente. Et comme ça, il est ravi. Parler avec lui. Il adore ça, il est ravi. C'est gratuit. Vous pouvez même faire expertiser vos pièces. Alors, c'est pas avant la vente, il y a autre chose à faire, mais c'est gratuit. C'est quand même incroyable de pouvoir faire ça. Vous vous rendez compte, vous avez l'expertise de quelqu'un, mais allez-y, poussez la porte, vous discutez avec lui, vous allez avoir les pièces en main. Ne faites pas sur photo. Alors, certains le font très bien. Jean-Christophe Guillon, Alexandre Dégé font des catalogues incroyables avec des pièces où, justement, comme il expliquait très bien, on fait une photo qui soit représentative, mais qui ne valorise pas à outrance une pièce par rapport à ce qu'elle est, pas de filtre, etc. Mais ayez-les dans les mains, c'est important. Sinon, vous allez être super déçus et quand vous allez recevoir, ça va être un problème. Exactement. Et le plus important, c'est surtout quand on commence, c'est la prendre en main pour la partie émotionnelle. Bien sûr. Parce que bon, toi et moi, on voit une C75 avec le cadran, on imagine un peu ce que ça fait au poignet. Enfin, tu vois, je pense pas que tu aies besoin d'en voir une pour l'acheter, ça va. Mais quand c'est les premières fois que tu achètes des montres comme ça, le fait de voir la dimension exacte, de voir la couleur de la patine, de voir si tu aimes bien des index un peu chocolat ou si tu préfères au contraire quelque chose de très blanc, c'est quelque chose, c'est difficile à faire quand on l'a pas vu en vrai. Et si tu vois une vente aux enchères en Allemagne où il y a cette montre qui est, on va dire, estimée 3-4 000 euros, et tu as vu qu'il y avait le marchand à côté de chez toi qui l'a vendu 8 000, et tu dis, bon, je vais enchérir en Allemagne, à 4 500, c'est bien acheté, c'est peut-être une bonne affaire, mais c'est peut-être une grosse connerie. Ce qu'acheter à une époque, c'était la grosse mode des 1675 avec les inserts fuchsia, tu sais. Oui, je me rappelle de ça il y a 10 ans, là. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Parce que tout complètement faux en plus. Mais bien sûr. Autant un faded, un truc un peu faded, j'aime bien, c'est joli, etc. Joli, mais les trucs un peu fuchsia, c'était dégueu, quoi. Enfin, mais un fuchsia, ça allait pas du tout. C'est importable, quoi. Donc, on voyait souvent ça. Et effectivement, j'ai eu pas mal de personnes, parce que j'ai beaucoup de gens, j'ai une grosse vague de personnes par rapport aux conseils et aux achats, qui m'ont dit, moi, je veux une Paul Router. Je dis, attention, Paul Router, moins de 35 mm. Quel est ton poignet? Le mec il me dit j'ai 18, 19. Je dis non mais 18, 19, ça va pas. C'est pas possible. Tu vas avoir l'impression d'avoir un truc de fillette alors que j'adore cette montre encore. Moi j'ai 16, 17. Moi j'ai 17,5, c'est bien mes limites. Mais c'est bien si tu veux. À 16 c'est parfait, mais à 19 ça va pas. À 19 c'est pas possible. À 19 il faut au moins du 39 ou du 38. Après tout dépend de la forme du poignet, le corne à corne si tu veux, mais voilà, toi par exemple sur la tienne te va très bien. C'est parfait, mais attention donc, attention. Mais moi, je peux rien mettre qui dépasse 39. Sur moi, une sub, c'est déjà quasiment trop gros. Ouais, je vois très bien. Tu vois,
Toi, 16 en premier, toi? Ouais, ou 16,5. Mais en gros, si je mets une sub, c'est quasiment... à une époque, quand j'avais, dans ma vingtaine d'années, j'ai une Panerai 44 mm. Oh putain. Enfin, t'imagines ce que ça fait sur mon poignet, ça devait être affreux. Avec le bracelet caoutchouc. Une pizza, il y avait les os qui sortaient de tous les côtés, la goupille devant. Enfin, c'était pas du tout adapté, tu vois. T'as acheté une Graham aussi ou pas? Non, j'ai pas eu ça, heureusement. Ou une Là, j'ai un copain marchand, il se reconnaîtra qu'il y a une BRM 51 à vendre. Aïe. 51, c'est très bon. Ouais, je vois très bien. Très bon. Ça fait beaucoup, là, franchement. Ça fait beaucoup. Une Big Pilote aussi. Une Big Pilote, ouais. C'est 48. Non, je sais pas. Alors ça, tu vois, en parlant en chair, j'ai vu pas mal d'IWC complications à vendre ces derniers temps. Et le rapport qualité-prix pour la complication, magnifique. Je pense que j'ai vu une répétition minute. Ouais, c'est très bon. Un QP. Et en fait, c'est des montres qui, pour moins de 20 000 travail, IVC et compagnie, c'est pour moins de 30 000 euros, t'as les complications les plus fines du marché. Ouais. Comparable à certains de chez Patek, attention. Comparable à certains de chez Patek. Pour 10% du prix. Il y a une montre qui se vend en ce moment. D'ailleurs, il y en a aussi chez Hercurel la semaine prochaine. Il y a une répétition minute, je crois, Blancpain au Breguet et un tourbillon Breguet. Les estimations, c'est autour de 20 000 euros. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup d'argent. Mais quand tu arrives à ce niveau de complication pour ce prix-là... Je pense qu'il faut se rendre compte que 20 000 euros dans une Breguet haute horlogerie, grande complication, c'est beaucoup moins cher qu'une Datejust à 10 000 euros, pardon les enfants. Mais c'est exactement ça. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir par rapport aux estimations à combien elles se seront vendues. Mais il y a beaucoup de montres qui ont des estimations qui sont relativement raisonnables par rapport à l'exclusivité et à la qualité de la pièce qui sont à vendre. Et passer justement, parce qu'on a rarement l'occasion, bien souvent pour beaucoup d'entre vous, quand vous venez à ces ventes-là, vous pouvez passer des pièces comme ça exceptionnelles. Quand tu essayes des cadrans clous de Paris, quand tu essayes des cadrans soleillés, des polissages particuliers, des boîtes avec... Voilà. Il y a des montres qui doivent s'essayer, si tu veux. Et je pense que... c'est le cas, mais c'est comme aller essayer une voiture de collection dans un concessionnaire que tu ne veux pas acheter. Tu vois, c'est un plaisir à faire de temps en temps. Une montre que je n'avais pas aimée quand elle était en photo et que pourtant j'adore quand je la mets au poignet, par exemple, c'est une Breguet Marine. C'est particulier. On aime, on n'aime pas. Toi, t'es peut-être moins fan. Non, c'est possible. Avec ses cornes comme ça. J'aime bien le cadran, moi. Ouais. Mais t'avais dit que c'était la seule Breguet que tu voulais acheter à un moment dans un podcast. Alors, en fait, mais c'est pour ça que je répète, je veux un truc. Heureusement que je dis pas l'inverse. T'es constant. Je déteste la Breguet Marine. J'achèterai jamais ça. Non, j'adore. Moi, c'est le bracelet en caoutchouc que j'aime pas. Oui, parce que pour moi, c'est antinomique avec un cadran guilloché de chez Breguet. Mais c'est parce que je suis peut-être conservateur. Alors, je pense que moi aussi, je suis pas conservateur, mais je trouve que justement, tu sais, moi, j'ai été élevé avec une famille où on avait un meuble en marqueterie avec dessus une lampe moderne de designer, tu vois. On avait une maison où tu n'avais pas une pièce carrée, mais on avait des meubles anciens, tu vois. Et donc j'ai gardé un mélange de l'ancien et du moderne. J'adore le mélange de l'ancien et du moderne. Et je trouve que justement, c'est une forme d'élégance d'avoir. Alors, je suis pas très fan du caoutchouc à l'origine, mais je trouve que cette espèce de position, c'est confort, des choses qui se percutent et qui rendent la montre portable au quotidien, parce que une Breguet sur alligator, etc. C'est fragile. C'est pas, ou autruche, parce qu'il y a eu beaucoup d'autruches à une époque, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à porter aujourd'hui, surtout quand t'es casual, etc. T'es casual, tu pars, tu mets une Breguet Marine par exemple sur un caoutchouc, c'est quand même quoi, comme une Yachtmaster Everose sur caoutchouc, sur Oyster Flex. Je trouve ça incroyable comme montre, tu vois. Moi, je comprends plus sur la Yachtmaster, mais c'est parce que c'est une montre sport. Ouais. Tu vois. Mais après, la Breguet Marine, moi, je trouve que sans le bracelet en caoutchouc, le cadran et les hanches, je suis d'accord avec toi, sont sublimes. C'est incroyable. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. On n'est pas d'accord sur le bracelet, en fait. Mais bon, c'est pas mal. Mais au contraire, c'est ça qui est génial. T'imagines, si tu es d'accord, le podcast n'existerait pas. Il n'existerait pas. Après, moi, j'adore les bracelets en caoutchouc, mais en dessous du croco. Tous mes bracelets Camille Fournet en croco, ils sont doublés en caoutchouc. C'est trop beau. Parce que c'est très confortable à porter. Ce qu'on appelle une ossature. Yann Perrin m'en avait parlé dans le podcast ABP qu'on avait fait. J'ai beaucoup de gens qui sont allés le voir justement pour leur sub notamment et compagnie. T'as une ossature en caoutchouc et dessus est cousu l'alligator. Donc en fait, t'as le confort du bracelet en caoutchouc. C'est de la robustesse. Et t'as l'élégance. C'est incroyable. En plus, c'est beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus solide. Et je trouve que ça rend la montre... Pour moi, c'est justement une des rares configurations où la Rolex accepte autre chose que de l'acier. Ouais, exactement. Parce que NATO, dégueu. Enfin, c'est bon. Rolex NATO, pour moi, c'est pas possible avec l'entrecorne qui est mal brossé. Ça dépasse de côté. Toutes ces bracelets-là, je suis pas pour. Tropique, bon, ça va. Moi, généralement, quand j'ai mis des tropiques, je les ai mis 1 heure et j'ai changé parce que ça va bien 5 minutes, c'est vrai pour une photo, mais terminé. Et souvent, généralement, j'ai toujours dit qu'il y a Cloyster ou le Jubilé qui va à une Rolex. Sauf, justement, sur des bracelets comme ça. Parce qu'en plus, ils reprennent la BD, la boucle déployante. C'est trop beau. Franchement, je suis d'accord. C'est hyper beau. Donc, en chair, venir voir sur place, les conseils. Acheter ce qu'on peut acheter.
le meilleur de ce qu'on peut acheter? Alors, je pense qu'il y a un truc, je sais pas ce que tu en penses, on en avait déjà parlé, j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus parce que beaucoup de gens se vont avoir, et sur les montres et dans les autres secteurs aussi, c'est qu'on a le frisson de l'achat et on achète souvent plus cher que ce qu'on avait imaginé parce que ça renchérit. Mettez-vous, moi je me fais des tableaux d'achat, faites-vous une limite. Moi je prenais mon portable, l'eau numéro temps, je peux aller jusque-là, avec éventuellement plus 100, plus 500, plus 1000, ce que tu veux, mais qu'on le sache à l'avance. Et en fait, je réfléchissais même pas. Je n'étais même pas en train de me faire un nœud au cerveau, je dis non, c'est ce prix, je m'y tiens. Mais avant, j'ai fait une grosse étude sur le prix. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord avec toi, mais de temps en temps, je conseillerais quand même d'ouvrir le portail, quoi. En fait, c'est toujours pareil. Si c'est vraiment, on en a parlé tout à l'heure. Si c'est vraiment exceptionnel. Ou si c'est vraiment celle-là que tu veux. Ouais. Parce que parfois, tu peux te dire sur Chrono 24, je sais pas, moi, aller à 4 000 €. Oui. Là, je veux la payer maximum 3 800. Mais si celle que tu vois avec je suis les frais, d'accord. Oui, elle est mieux que celle sur Chrono 24, de temps en temps, il faut savoir. Alors, dans ce cas-là, oui, mais. En fait, je trouve que le danger, c'est soit déraper complètement dans les enchères en partant du principe que. Vous êtes trop frileux de rien acheter. Non, mais en fait, t'as deux écoles. Ouais. T'as les enchérisseurs qui vont partir du principe que le prix hors frais, ils vont payer ça, ils se rendent pas compte qu'il y a 25 ou 30% en plus. Ouais, entre 15 et 30%. Et dans ces cas-là, mauvaise surprise à la fin. Tu m'étonnes. Et il y a ceux qui veulent à tout prix faire une bonne affaire. Oui. Qui achètent jamais rien en fait. Ou qui achètent jamais rien, ou qui achètent justement. Des trucs. En gros, je sais pas, moi, ils voulaient s'acheter une Speed et ils l'achètent finalement. Une Seamaster, une Reduced en vente qu'il a payé moins cher. C'est pas celle qu'il voulait, mais il l'a payé. C'est vrai, c'est marrant ce que tu dis, c'est vrai. Alors, mais alors là, pour faire une petite correction là-dessus, on prend l'exemple de la montre qui vaut 4 000 sur Chrono 24. Justement, moi, je vais mettre, par exemple, hors frais, je vais mettre 3 500 et je me dire max 4 000, même hors frais, parce que la pièce me plaît vraiment, parce qu'elle est exceptionnelle. Ça, pour moi, c'est la bonne approche. C'est ça que je veux dire. Ouais. Et pas me dire, je vais mettre 2 500, 3 000. Non, là, c'est débile parce que. C'est débile, mais tu perds ton temps. Tu perds ton temps et en plus, c'est déceptif. Tu passes à côté de toutes les années des montres. Non, je voulais vraiment dire que, mais c'est peut-être une limite, mais par contre, et tu as raison de le préciser, une limite cohérente. Il y avait une vente aux enchères avec une très belle, chez Bonhams, il y avait une Breguet, je crois que c'était platine et or jaune, ou or gris et or jaune, c'était une Biton, Breguet des années 70, l'estimation était pas chère, c'était genre 3 à 5 000 €. J'ai enchéri jusqu'à 8, la montre elle est partie à 70. C'était une montre vraiment exceptionnelle et très rare, 35 mm, enfin, tu vois, mais en gros, quand j'ai vu ça, là tu vois le côté... Je savais très bien que c'était... Quand j'ai vu la montre, je savais que c'était une montre qui valait 20-25. Je pensais pas qu'elle partirait aussi cher. Mais je me suis dit, avec du recul, quel est l'intérêt d'enchérir entre 3 et 8 pour un truc qui part à... Quand tu sais que ça vaut 20, globalement, tu perds ton temps. Et surtout dans des trucs comme ça, les mecs en face sont quand même pas cons. T'as des marchands, t'as des mecs à viser. Donc généralement, quand tu fais ça, le mec qui dit alors on départ à 3... 5, 6, 8, 10, 12, toi t'es là, ça fait 3 secondes et demie, t'es déjà largué. T'es déjà largué. Je sais même pas si j'enchéris. Je me demande peut-être que l'enchère elle a commencé tout de suite. C'est ça. Ils ont pris 3 000 €, j'ai pas le temps de s'afficher. J'ai déjà une offre à 15. J'ai déjà une offre sur papier à 15. Et là c'est fini. Ok, bon voilà pour le tour d'horizon sur les enchères. Je pense qu'on a tout dit sur la partie enchères. En tout cas, pour en parler encore pendant des heures, mais on a fait un bon tour. On a fait un bon tour sur les principaux pièges et puis on en avait déjà parlé aussi. Donc, mais ceci dit, je pense que dans les prochains mois, ça va être très intéressant pour des gens qui veulent acheter de regarder, parce que ce qu'on évoquait sur le marché, c'est qu'il est plutôt calme, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des pièces dépasser 3 à 4 000 €. Il y a sans doute des bonnes affaires à faire pour des gens qui veulent acheter telle pièce qui n'était pas accessible il y a 6 mois ou il y a un an. Et quand tu regardes les pièces qui étaient vraiment exclusives, que tout le monde s'arrachait, comme les Daytona, les Nautilus, les Sub, il y a des invendus, les Royal Oak, tous les mecs qui ont acheté au plus haut. Ils se sont fait moins 50. Si les commissaires-priseurs ont été capables, et maintenant on commence à le voir, de prendre des estimations et des prix de réserve qui sont raisonnables, il y a des affaires à faire dans les 12 prochains mois, à mon avis. Et justement, ça me permet de venir, tu me fais un pont d'or pour aller jusqu'au... J'essaye à chaque fois de t'en faire des transitions. Alors, j'aime pas le terme de bilan horloger 2023. En tout cas, un tour d'horizon, je voudrais qu'on fasse, et une analyse de certains temps forts de 2023. On va commencer par un qui me semble intéressant également. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Le but, c'est pas de redire ce qui a déjà été dit, mais c'est de pouvoir avoir une petite analyse là-dessus. Décryptage, par exemple, de Bucherer. Avant qu'on aille là-dessus, pour ceux qui ne savent pas, il peut y en avoir encore, mais je vais faire un petit récap rapide. Été 2023, coup de tonnerre dans l'horlosphère. Rolex annonce l'acquisition de Bucherer, le partenaire de distribution historique de Rolex. C'est plus d'une centaine de points de vente à travers le monde. Je crois que c'est 102 ou 103. Multimarque, hein, pas que Rolex. Bien sûr, multimarque. C'est là où ça devient smart. C'est là où ça devient smart. C'est là où on va en parler. Ouais. Une collaboration entre les deux marques donc, qui est vieille de 100 ans, puisque c'est 1924. Donc tu vois, on arrive vraiment sur les 100 ans. Ils sont trop forts chez Rolex.
Non, mais c'est des fous. Valorisation, vente, je crois, à 3-4 milliards de dollars. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi. Et alors, ce que je t'en avais déjà parlé, ce qui était très intéressant, c'est que ça correspondait approximativement à 2 ans des marges générées par les ventes des Rolex par le biais de ces distributeurs. Ce qui fait qu'en fait, en 2 ans, l'opération est blanche. Ouais. Non, mais c'est... Il y a trop d'argent chez Rolex. Les mecs, c'est comme McDo, c'est de l'IMO en fait, comme je dis toujours. Ouais, exactement. Les mecs lancent le Certified Pre-Owned en 2022 de mémoire, c'est ça, où personne ne les voit trop venir et tout ça, en disant mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe. Et après ils rachètent Bucherer. Comme je dis toujours, ils ont toujours un coup d'avance, c'est quand même super smart. À voir ce que ça va donner. Je pensais que ça bougerait un peu plus vite, par contre, après, je t'avoue. Ça reste des Suisses, à mon avis, pour bouger vite. C'est vrai. Mais moi, je trouve que je serais détaillant Rolex neuf. Je verrais ça comme une catastrophe. Et je sais pas si tu as vu, mais Rolex a été condamné par la direction, je crois, de l'autorité de la concurrence à payer une amende stratosphérique en France. Incroyable. Plusieurs millions. Je crois que c'est quasiment 80 millions ou 80 millions d'euros. De mémoire, j'ai 70 ou quelque chose. En gros, entre 70 et 80. Sensible. Qui va pas, d'ailleurs, au détaillant, qui va à l'autorité de la concurrence. Ouais. J'ai pas le jugement en tête, mais quand tu vois ça et quand tu vois le move sur Bucherer, tu te dis quand même que tout le réseau de distribution où avant d'ailleurs tu as fait avec la famille des montres un super podcast, une famille qui était un partenaire historique qui distribuait une marque et maintenant tu as les marques Rolex avec Bucherer, mais on les vit avant avec d'autres marques qui veulent avoir la chaîne de valeur du début à la fin en intégrant tout le canal de distribution. C'est les gros enjeux de toute façon maintenant. Tu te dis, quand toi, tu étais détaillant distributeur, qu'est-ce que tu vas vendre demain? Parce qu'on sait tous que Rolex, c'était ce qui drainait 30 à 40% de clients dans une boutique. WMP, par exemple... T'es gentil, à mon avis. Ouais, je suis sympa. WMP, par exemple, ils ont perdu Patek. Avant, WMP distribue Patek, Place Vendôme, ils ont perdu Patek. Peut-être que demain, WMP avec Bucherer, ils vont perdre Rolex. Je leur souhaite pas. Mais dans ces cas-là, il te reste quoi comme marque? Et ça fait partie, on en parlera plus tard, de toute façon, ça fait aussi partie ça a été la stratégie avec Ben Amias d'Audemars, de resserrer les rangs. C'est ça, c'est la même chose. Mais tu vois, moi, la question que je me pose quand j'ai vu ça, je me suis dit, si demain, moi, j'étais une marque distribuée par Bucherer, genre t'es Cartier, leur deuxième marque, à mon avis, après Rolex, Bucherer, leur deuxième marque après Rolex, je pense que c'est Cartier dans leur boutique. T'es Cartier, ton premier distributeur mondial après tes boutiques est racheté par un de tes concurrents. Et encore, pour moi, c'est pas Cartier qui a le plus de mauvais sens à se fermer. Évidemment. Omega, notamment. Omega, je crois que t'as Gégère, t'as Lang. Tu perds 120 boutiques dans le monde à des emplacements prime ultra stratégiques. Tu vois ça, tu te dis quand même... Et en fait, quand tu fais lien avec l'immobilier, je sais pas si tu as vu des articles récemment, mais il y a une guerre entre LVMH et Kering pour acquérir plein de bâtiments et d'emplacements stratégiques. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas Bucherer, en fait, indépendamment de la qualité de l'enseigne qui intéresse. C'est récupérer, en fait, tout le réseau de boutiques pour être capable de gérer la distribution et d'avoir les meilleurs corners et les meilleurs emplacements. C'est un jeu de Monopoly. C'est vraiment ça. Et quand toi, en fait, t'es la petite marque d'une grande enseigne, je pense que t'es une victime collatérale. T'es avec ton petit radeau au milieu des flots. Au milieu de ton radeau, et si ta montre, elle reste dans le réseau de distribution, elle sera tout en bas à droite, au fond de la vitrine. Tu maîtrises rien. Tu maîtrises rien. Tu maîtrises pas tes prix, tu maîtrises pas ta distribution, tu maîtrises pas tes ventes. C'est un enfer. C'est un enfer. Et en plus, ils n'arrêtent pas de dire non, on va rester très clean, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être. Je dis pas qu'ils le feront pas. Mais ce que je veux dire, c'est que en plus, ils se payent le luxe de sortir des phrases comme ça qui doivent te rendre dingue quand t'es la marque, quoi. Surtout qu'à mon avis, je dis pas qu'ils le respecteront pas. Mais à mon avis, tu te dis qu'est-ce qui va se passer pour nous? On va dire rien ne va changer, tout va se passer exactement comme avant. Moyennement rassurant. Puis surtout quand les mecs, quand tu vois qu'ils sont aussi smart, aussi réfléchis, qu'ils ont toujours 2 coups d'avance, quand le mec te dit ça en premier lieu, tu fais oula. C'est un peu le mec qui est devant toi, qui est en train d'aiguiser avec son couteau, qui fait t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, exactement. Tu dis oula, et qui a l'air très sûr de lui. Toi, ça fait encore plus flipper limite. Tu vois, exactement. Mais voilà, donc ça a été à voir ce que ça va donner. Je pense que 2024 va être aussi va voir tout ça bouger. On passe au sujet suivant. Alors encore une fois, voilà, on voulait passer rapidement. Beaucoup de choses ont été dites, donc le but c'est pas d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'était bien d'en reparler. Blancpain Swatch. Pour moi, c'est pas la meilleure collab de l'année. Mais je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Alors, je reparle rapidement de ce qui s'est passé. Alors, déjà, on va commencer par le truc. La collab démarre en septembre. Donc, déjà, montre de plongée. Montre de plongée qui sort après l'été, tu vois. Déjà, annonce en grande pompe de la collab entre Swatch et Blancpain.
Après la Moonswatch qui a été un qui réitère l'exercice qui avait été fait avec la Speed, enfin la Moonswatch. On réutilise les mêmes ressorts, à savoir une montre à quelques centaines d'euros, un hommage non pas aux planètes cette fois, mais aux océans du globe. Donc on recommence dans le même champ lexical, on va dire, toujours en plastique, en biocéramique. En biocéramique, excusez-moi du peu. Reprenant les codes stylistiques d'une icône horlogère des belles années, des vertes années. Alors attention, bien moins connue par le commun des mortels, puisque la Speed est quand même infiniment plus connue que la 50 Fathom. Mais cette fois, en revanche, la montre est automatique, système 51 oblige, et 30% plus cher que la Moonswatch. Je pense que le groupe est extrêmement intelligent de faire ça, et qu'en fait ils ont on alimente la pompe avec on va chercher l'argent où il est finalement pour ensuite alimenter les gens les plus faibles dans le groupe, et les gens les plus faibles dans le groupe, c'est Blancpain, c'est d'autres marques, c'est Breguet demain, etc. C'est réveiller la belle endormie pour moi, c'est ça, stratégie. mais si tu veux, c'est presque un mal nécessaire finalement. Donc je trouve que c'est un peu dur de tirer sur les ambulances en disant ils font de la merde, etc. Non, moi je dis pas, je parlais pas de toi quand je dis ça, mais c'est ce que j'entends quand même un peu partout. Après, c'est discutable, le design, etc. Moi, je discute même pas là-dessus, en fait. Ça répond pour moi aussi à une tendance. J'en parlais avec certaines personnes. Quand tu vas... les gens qui voyagent aux quatre coins du globe, ils mettent une Moonswatch au poignet. Ouais, on en parlait tout à l'heure du risque de se faire voler ta montre, la Moonswatch. Peace of mind. Peace of mind, hein. Donc, si tu veux... Ça répond à une demande. Après, l'histoire des spéculations, etc., c'est encore autre chose. Mais ça, c'est plutôt... Enfin, c'est fini la spéculation sur les Moonswatch. Non, mais je veux dire à l'époque, comme ça, c'était passé. Oui. Mais ça, c'est témoin d'une époque révolue, à mon avis. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est la pompe alimente les plus faibles dans le groupe, ce qui est plutôt intelligent, plutôt que de laisser tout le monde crever. Donc c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Moi, je pense qu'on va voir bientôt une Swatch Breguet type 20. Alors, tout le monde me dit ça. Mais c'est... Tout le monde me dit ça. Allez, moi, je dirais Nostradamus. 50% type 20. Même si j'y crois qu'à moitié. Ou un tourbillon en biocéramique. Moi, je pense... non, parce que type 20, si tu veux vraiment respecter, il faut faire un flyback. Et tu vas tu vas pas faire un flyback. Si tu fais pas un flyback, le type 20 n'a pas d'utilité, en fait. Tu comprends ? Donc, pour moi, ça tient pas debout. Et Breguet, quand même, la type 20, même si je l'aime beaucoup, tu vois, c'est pas la montre qui fait rêver la génération Z, contrairement à la Moonswatch. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, je pense plutôt, moi, à une Seamaster, à une type... tu penses qu'il referait avec Omega ? Ouais, pourquoi pas. Il referait genre une James Bond, mais en biocéramique. Voilà. Tu fais une Seamaster. Mais sans échappement gaz, alors. Parce que ça coûte trop cher à faire. Oui, mais ils font un truc fake, ils s'en foutent. Tu sais, ils sont plus à ça. Après, on n'est plus à une contradiction près. Par exemple, la plongeuse, quand tu vois la 50 Fathom, elle est quand même appelée 50 Fathom, elle a quand même visuellement, elle est étanche, etc. Mais moi, esthétiquement, j'ai trouvé qu'elle était plutôt réussie. Mais moi, je la déteste pas. Moi, je trouve juste que le calendrier de lancement était pas bon. Ouais, ça c'est clair. Et je trouve que le choix qu'ils ont fait en code couleur, de mon point de vue, est trop radical. Là, j'aime bien la blanche. Ouais, elle est un peu J12, elle fait un peu J12. Elle fait un peu J12, exactement. Ouais. Je trouve ça dommage. À une époque, en 50 Fathom, ils en avaient une qui était toute en titane, en acier brossé, en acier brossé. Ouais. Je trouve ça dommage qu'ils en aient pas une, tu sais, dans les tons gris, quasiment acier brossé. Ils auraient pu, en fait, avec ce design avant l'été, faire un truc exceptionnel. Alors, ce que j'ai trouvé, par contre, je ne sais plus avec qui j'en parle récemment, ce que j'ai trouvé par contre un peu maladroit, c'était de sortir juste après la version bronze de la vraie 50 Fathom anniversaire, qui coûte 20 ou 25 000, je sais plus, 30, je sais plus combien, 25 je crois, qui en plus, le bronze en photo donnait à s'y méprendre l'aspect du plastique du biocéramique jaune. Ce qui fait que les gens ne comprenaient pas, quoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle coûte 25 000 euros. J'ai l'impression que c'est difficile chez Blancpain. Mais tu sais, Blancpain ou d'autres, en fait, c'est ce qui serait bien. Après, je suis pas là pour donner des leçons du tout. Attention, je dis pas que je fais mieux que les autres. C'est pas ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on remette un peu l'utilisateur et le passionné au centre de la table et du village, quoi, un petit peu. Parce que c'est très gros les Blancpain en diamètre, en neuf. Tu fais une table ronde. Avec les clients. Ouais, mais tu t'en parlais souvent. J'en parle souvent, je le redis à chaque fois. T'invites les acheteurs, tu leur dis qu'est-ce qui vous plaît. T'invites 25-30 acheteurs, t'as un fichier client, tu les fais venir, ils seront contents, tu fais une belle soirée. En Suisse, machin. Tu les fais choisir. Facture. Putain, mais les gars, vous faites ça, vous sortez à coup sûr la bonne montre, je vous le garantis. Ah ouais, c'est évident. Là, c'est target, c'est bon, quoi. C'est targeté. Y a pas besoin. Tu vois, moi, je trouve que les montres sont grandes en taille. Et moi, je passe souvent devant la boutique quand je me promène vers la place Bordeaux. Je suis d'accord avec toi. Et les tarifs du neuf, ils me paraissent mais totalement déraisonnables. Je suis d'accord avec toi. Je dis pas que c'est pas des belles montres. Moi, j'ai eu 2-3 Blancpain, c'est des montres exceptionnelles, la qualité des mouvements est fantastique. Ils le cave que je t'ai montré l'autre jour, tu sais, je l'avais mis en photo, tu m'as dit c'est pas ma cam, tu m'as dit. Ouais, mais ils ont jamais fait de montre à quartz. Enfin, il faut quand même bien sûr. Faut quand même le reconnaître, hein. C'est une vraie manufacture avec des mouvements manufacture. Y a rien à dire, mais moi je trouve que côté tarif,
ils font partie de ces maisons qui ont eu le 10% par an un peu trop facile ces dernières années. Ouais, ils ont le pied un petit peu lourd. Et aujourd'hui, tu veux acheter une montre sport en acier, je ne sais même pas s'il y a quelque chose chez eux en dessous de 10 000 €. En fait, le problème avec ces marques-là, pour moi, c'est que c'est des montres qui pourtant sont excessivement légitimes, c'est excessivement bien fait, la qualité est incroyable, mais ils se sont tellement centrés sur la technicité, sur le savoir-faire, qu'ils en ont oublié le storytelling. Exactement. Et c'est dommage, parce que ces marques-là ont un storytelling de fou à dire, mais ils le gardent dans les tiroirs. Putain, vous avez des histoires de dingue à raconter. Et c'est ce qui s'est passé avec la Fifi Atom, la Blancpain Swatch. C'est-à-dire qu'ils ont sorti la montre, les moins de 30, ils ont dit c'est quoi ce truc-là. Donc ça a marchoté parce que t'as toujours des mecs qui ont voulu essayer de spéculer, mais ça n'a pas fait le même. T'as toujours un peu de geek, ouais, bien sûr. Ça fait un peu plop, t'as un peu de geek, comme on dit la montre d'été, machin après, sauf que c'était en septembre. Voilà. Pour moi, la prochaine Nostradamus, c'est une Seamaster. Écoute, on verra. Mais pour revenir à Blancpain, pour moi, le gage de la légitimité du prix, c'est la cote sur Chrono 24 quand tu sors de la boutique. T'achètes pas une montre neuve pour faire une affaire. Très peu de gens le font. Il faut avoir une allocation chez un truc très difficile à avoir. Mais quand tu sors d'une boutique, si t'as perdu 40% du prix neuf que t'as payé, c'est que la marque, elle a un problème de légitimité et de valeur de son produit. C'est exactement comme les voitures. C'est compliqué de dire à un client, vous achetez un produit d'exception d'une manufacture très chère, sachez que si vous n'en voulez plus, la personne qui en veut, elle est prête à payer 40 ou 50% de moins du prix que vous avez payé. Malheureusement, Blancpain, moi, quand je regarde les ventes aux enchères, si tu veux demain t'acheter un chrono monopoussoir ou un QP, tu peux avoir une montre d'exception pour un prix qui est très bas. Enfin, très bas. Tu le vois chez Zenith, tu le vois dans d'autres marques. Tu le vois chez WC. Quand tu vas dans la boutique, la façon dont on te présente le produit en gants blancs sur plateau, tu as envie de leur dire, il y a une décorrélation entre la valeur perçue dans la boutique et la valeur perçue sur le marché gris. C'est vrai. Et moi, ça, je trouve ça dommage parce que ça montre que la façon, soit c'est le prix neuf qui est pas bon, soit c'est le marketing et la façon de créer, exactement comme tu l'as dit, le storytelling et l'image de marque qui est pas adapté. C'est dommage. Patek et Rolex et Audemars. Audemars a quelques collections près, mais parce qu'il y a quand même des collections qui décotent un petit peu, mais ils ont réussi à avoir une légitimité sur le marché gris qui est très proche des prix du neuf. Et en fait, tu vois, on disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais si tu veux changer ? Savoir que tu vas perdre 5 ou 10%, c'est acceptable. Le nombre de fois, et pourtant Dieu sait que j'adore cette marque, alors c'est un petit peu moins vrai maintenant, où j'ai voulu m'acheter certaines grands Seiko, mais tu te dis c'est pas possible quoi. Enfin, il y a des grands Seiko qui valent 15 000 balles en boutique et que tu retrouves à des prix dérisoires. Je connais pas les prix sur le secondaire, mais c'est incroyable. Enfin, en gros, selon les modèles, tu as des trucs où tu peux de suite les avoir à 30 ou 40% de moins quand même. Ouais, mais tu vois, t'hésites quand même quelque part. T'hésites et ça pousse pas les gens à pousser le sas. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les clients, ils s'y connaissent un petit peu. Ils se renseignent. Et Dieu sait que les montres sont extraordinaires. Extraordinaires. Mais si tu te renseignes et si tu te dis, aujourd'hui, je fais perdre 40%. Et une fois, j'ai dit ça, j'ai un mec qui m'a envoyé des messages en me disant oui, mais bon, tout le monde ne veut pas spéculer. Je dis mais c'est pas la question. C'est pas la spéculation. Si je mets 15, j'ai pas envie d'avoir 10 en sortant de boutique. C'est en avoir pour ton argent, tu vois. Quand même. C'est en avoir pour ton argent. C'est avoir le luxe de changer d'avis. Bah voilà. Ou de dire la grande Seiko, je vais la revendre pour acheter autre chose. Tu vois. C'est hors toute considération spéculation et financière, c'est juste pas sortir de la boutique quand t'es fait ouvrir en deux. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est encore un autre débat. Exactement. Mais oui, voilà, donc je pense que le groupe Swatch a bien fait de le faire. Moi, j'ai rien contre et je trouve que ça a plutôt été vertueux globalement. Voilà. Après, on n'achète pas, c'est un autre débat. Et il y a suffisamment de vidéos YouTube sur le sujet, je vais pas rentrer là-dedans. On peut pas ne pas parler d'Universal quand même. Ne serait-ce que pour ce que tu as au poignet. Mais ça, pour moi, c'est la meilleure nouvelle de l'année horlogère. Je me suis pincé, moi, quand j'ai lu le truc. Hein. Ouais. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, Universal, je sais pas depuis quand il n'y a pas eu de marketing et de publicité. Ça doit faire au moins 30 ans, probablement. Ouais, c'est ça, des années 90. Des années 90, tu vois. Ouais. Je pense que c'est la crise du quartz qui leur a mis le coup d'arrêt. Oui, c'est ça, ouais. Et tu te dis, quand tu vois Laura qui a encore la marque chez les collectionneurs. C'est fou. Pour un truc où il n'y a pas eu de pub. C'est une marque unique en son genre quand même. C'est une marque unique en ce genre et c'est ce que tu disais à la fin de ton dernier podcast. Elle n'a pas été dévoyée par un groupe horloger qui l'a acheté pour en faire quelque chose de différent. Ouais. Moi, tu vois, j'ai l'Eberhard que j'ai acheté. C'est une montre qui, dans les années 40, 50, faisait des chronographes absolument exceptionnels. Si tu vas sur le site Eberhard aujourd'hui, tu regardes la production,
on va pas les critiquer, mais on va juste te dire que c'est pas aligné avec ce qu'on a connu avant. Exactement. Il y a une décorrélation. Enfin, c'est une très bonne marque horlogère, mais la raison pour laquelle, t'as une déco. Mais t'as plein de maisons qui sont comme ça. Je pense que Baume & Mercier, tu vois, Tissot, t'as plein de maisons horlogères qui aujourd'hui ont un position de marketing qui est différent de l'histoire de manufacture qu'ils avaient avant. Universal, ils ont gardé cette légitimité, cet ADN. C'est vrai. Et quand tu mets la main sur vraiment, on peut le dire, une belle endormie, c'est un peu comme tu vois une voiture qui est en sortie de grange. Tu vois, elle est là, elle est en parfait état. C'est fou, quoi. Enfin, les modèles qu'ils ont, en plus, l'histoire, tout est beau, tout est glam. Enfin, c'est des modèles incroyables qui, en plus, sont parfaitement en phase avec ce qui va être fait et, en plus, qui vont être exhumés par une personne qui a parfaitement su gérer Breitling depuis 2016. Ouais, donc là, si tu veux, parce que ça serait rentré dans les mains d'un clown. Tu dis, oui, aïe. Mais là, moi, c'était ma crainte. C'est qu'un groupe à la con. Parce que ça fait longtemps que c'est à vendre, que c'est sur le marché. Alors, c'est pas que ça fait longtemps que ça. Enfin, oui, ça fait longtemps qu'on veut l'acheter. Ça fait longtemps qu'on veut l'acheter, mais que des gens tournent autour. Le groupe Stellux qui a vendu à Breitling, j'ai ouï dire, effectivement, je sais pas si c'est vrai que qu'il y avait un grand attachement parce qu'il y avait un des grands-parents qui avait été horloger chez Universal Genève, donc ils étaient très attachés. Alors, je sais pas. Ça, là-dessus, je mets du conditionnel, des guillemets, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et ce que je trouve louable chez Stellux, c'est qu'ils n'ont pas vendu à n'importe qui. Qu'ils n'ont pas vendu pour le vendre, quoi, concrètement. Breitling, c'est parfaitement en phase. C'est le même type de montre. C'est le même type de montre. Kern a fait un travail remarquable, il faut le dire quand même, depuis 2015 ou 2016, je sais plus. Là-dessus, il a quand même su remettre, dépoussiérer une marque qui, quand même, elle n'est pas dans la bonne direction. Oui, ça c'est sûr. Et sans sortir dans des trucs complètement fucked up, à la con, là. Donc vraiment, il a su ressortir les bons modèles de façon intelligente, puis en créer de nouveaux. Donc je suis assez serein là-dessus. Et puis on verra bien. Donc ça va être Paul Reuter, forcément, j'espère. Tricompax, moi je pense qu'ils vont faire un Tricompax. Oh là là, une Inarine, un truc comme ça va être une dinguerie. Après, le Tricompax, aujourd'hui, je pense que c'est une montre qui est dans un marché neuf assez compliqué à régler et à vendre. Parce que le côté chronographe triple date, il n'y en a pas beaucoup sur le marché aujourd'hui en neuf. Tu vois, tu as des chronos occupés pour des amateurs de haute horlogerie. Tu as beaucoup de chronos. Et puis le Tricompax était quand même assez connoté années 40 à 70, quoi, globalement. Eisenhower. Tu vois. Voilà. Donc elle est quand même très connotée. Chez les collectionneurs italiens, on dit que c'est la Patek 1518 du pauvre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce qu'en fait, tu as les mêmes poussoirs, tu as la même complication sans le QP. Tu as la même configuration de cadran. Même configuration de cadran, même set d'aiguille, et en or rose. Hyper équilibré. Hyper équilibré, même dimension. Ouais, c'est vrai. Or rose avec un bracelet en croco marron foncé. C'est la classe internationale. Mais pour moi, c'est pas ce que le marché attend. Non, moi non plus. Pour moi, c'est plus la Paul Reuter qu'ils attendent. C'est Paul Reuter, Nina Rindt. Ouais. Donc plutôt de Paul Reuter Sub. Voilà, ce genre de choses. Les poussoirs carrés, les trucs. Enfin, tu vois, Paul Reuter bracelet intégré. Tu vois, un truc. Voilà, un truc comme ça. Alors, attention au diamètre, mais encore une fois, avec Kern, je suis assez serein. J'en parlais en rigolant avec je sais plus qui. Je dis, ils vont nous sortir les 2-3 diamètres comme ils font pour les Navy Timer, tu sais. Comme je t'ai expliqué. Pour moi, je pense qu'ils auront l'intelligence de ne pas la ressortir en 35 mm, la Paul Reuter, parce que ça serait pas bon pour moi. Mais ils vont la sortir Allez, moi, je dirais entre 37 et 38. Moi, je dirais plutôt 37,5 serait parfait, pareil. Mais je pense que ce serait... Et à mon avis, ils vont faire acier et or. Ouais, c'est possible. Mais là, s'ils font ça, carton. Ouais. Là, ça va être incroyable. Et là, ça va se vendre. Mais j'ai peur en revanche, qu'ils soient gourmands. À mon avis, ça va être... Il va sortir à 6-7. Micro-rotor ou pas micro-rotor? Ah bah, c'est obligatoire. Fond transparent, micro-rotor? Tu prends les paris? Je pense qu'ils feront une déclinaison avec ou sans. Parce que s'ils font un micro-rotor... Fond plein, ils font transparent. Fond transparent, micro-rotor, avec masse oscillante en or jaune. Ouais, c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Ouais. Mais dans un pied de nez au Patek. Oui, mais dans cette gamme de prix, ils ne pourront pas faire une masse oscillante en or. Sur un micro-rotor, tu peux. C'est pas la masse d'or... Oui, mais il est épais. Hein. Micro-rotor, il est petit, mais il est épais. T'as la même quantité d'or, en fait. Hein. Ouais, t'as raison, faut le poids. Oui. Je vois que Zénith, par exemple, sur sa Skyline, édition boutique, c'est un rotor en plaqué. Hein. En plaqué, ouais. Parce qu'il est plus petit, mais il est plus épais. Ouais. À voir. Mais ça va être une belle sortie à voir après. Ouais. Mais à mon avis, ils seront tellement tentés de montrer le micro-rotor qu'ils font à fond. Je pense que c'est 2025, à mon avis. Oui, oui, bien sûr. Le temps de le sortir, c'est pas avant 2025. Bien sûr. Et à voir comment ils vont pouvoir faire avec l'histoire de forme de boîte, je sais pas. Parce que c'est quand même du Junta. Ouais. À voir. Parce que là, il y a les avocats qui à mon avis, sont déjà... Il y a le VMH qui est dessus, à mon avis. Bonne chance. Ça va être une bataille. C'est ça qui va, à mon avis, retarder les sorties. Ouais. Voilà. Dans cette même veine, je voulais te parler, dans les tendances en kit universal, on va plutôt chez Cartier et toutes ces marques-là qui sortent la tendance émergente qui
Est-ce que mode ou pas mode, c'est un petit peu la question. De l'or ou de l'acier. Or acier, pardon. Le two-tones, comme on dit. Le biton. T'en penses quoi, toi? Écoute, moi j'en pense que c'est quelque chose que les gens n'ont pas voulu voir pendant des années. Aux enchères, tu vois, l'or acier, c'était vraiment le fin de catalogue et les invendus. Mais c'est sûr. Et aujourd'hui, les fonds de tiroir. Mais tu vois, les Panthères or acier, les Rolex, Datejust, or acier, bracelet jubilé, c'est un truc que personne ne voulait. Tu sais, les cadrans blancs avec les cadrans blancs avec les chiffres romains et or acier sur une Datejust. Alors là, c'était les trucs, tu peux te la garder celle-là. Tu peux te la garder pendant personne. Avec la lunette cannelée en or. Tu vois caler avec. Tu vois très bien celle en 26 mm, hein, tu vois, en plus. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est redevenu ultra tendance. Ouais. Moi, en fait, j'aime bien, mais j'ai toujours bien aimé. Parce qu'il y avait un côté, tu sais, un peu... je vais pas dire mauvais goût parce que c'est un jugement de valeur, mais il y avait un côté un peu too much, un peu décalé. Je suis d'accord. Qui rendait le truc assez sympa. Je suis d'accord. Mais c'est comme moi. C'est ce qui aujourd'hui rend le truc sympa d'ailleurs. Moi, j'ai toujours bien aimé aussi les montres 100% or sur bracelet or. Ça veut pas dire que je vais les porter, mais je trouve que tu vas au bout du truc. Je suis d'accord avec toi. Une Day bracelet président, c'est très bon. C'est complètement fucked up, mais j'adore. Après, tu vois, moi, les sub or acier par exemple, c'est des montres que j'ai jamais aimées. Tu vois, sub or acier avec un cadran sultan, avec les petits bâtons en diamant. Ouais, je vois très bien. Pour moi, là, t'as passé, tu vois, ce qui rendait le truc marrant en Datejust, parce que c'est plus gros. Ouais, je suis d'accord. Les Dato or acier, c'est pas mon truc. Mais je trouve que surtout ces montres de femmes, tu vois, Datejust, Panthère, je trouve que c'est finalement assez Sub élégant. encore, ça me choque moins. C'est-à-dire ce cadre en bleu, moi je trouve qu'il y a un truc qui se passe. Datejust, j'ai toujours eu un petit peu de mal, sauf vraiment la classique, c'est-à-dire le cadre en champagne, tu vois, vraiment la classique de base, ça j'aimais bien. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même, oui, cette espèce de... Tu sais, il y a presque une exhumation du, entre guillemets, attention, mauvais goût. C'est-à-dire ce qui était un petit peu too much dans les années 70-80, on l'exhume, des couleurs un peu criardes dans les vêtements, tu vois, des choses comme ça, on ressort tout ça, qui nous aurait fait crier au scandale il y a encore 15 ou 20 ans, si tu veux. Et là, on ressort ça comme si c'était... forcément, tout ce qui sort de ces années-là est forcément du bon goût. Non, il n'y avait pas que du bon goût, je suis désolé. Mais moi, j'aime bien. Je sais pas si je ferai le pas, quand même, tu vois. Mais c'est vraiment cette tendance. Alors, tout le monde veut ça. Ça Santos, Galbé, Horacier. Tout le monde veut ça. Ouais. Je me battrais pas pour l'avoir, hein, mais... Moi non plus. Mais je trouve que, franchement, c'est sympa. Oui. Non, mais quand je vois au poignet, je dis... En fait, il y a des gens qui ont le don de savoir les porter aussi. Et, non, en fait, je trouve que ça a plus de vie que parfois la version tout acier avec un cadran blanc. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, avec les aiguilles bleuies, ça va bien aussi. Ça a plus de peps. Sur plus de personnalité. Sur une peau un peu mate, un peu bronzée l'été, c'est plus chaleureux. Tu vois, une montre, je trouve, tout acier avec un bracelet acier, ça peut être parfois un peu austère. Une femme qui porte même un homme parfois, qui porte une Santos Galbé par exemple, je trouve qu'en acier, c'est vrai que ça le fait. Ouais, ça le fait. Moi-même, je ferai pas le pas. Moi non plus, mais c'est pas mal. Voilà, il y a un truc qui opère quand même, il se passe quelque chose. Et justement, dans la même veine, te parler un petit peu du diamètre. Alors c'est marrant, cette mode du diamètre contenu. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent souvent pour des recherches de montres en me demandant avec des diamètres. Et je dis, mais attention les gars, quel est ton poignet? Si tu as un poignet de 17, 18, 19, le 34, le 33, attention. Enfin, tu vois, on parlait des Patek 96. Ça va pas à tout le monde, hein. Ça va pas à tout le monde, hein. Ça va pas à tout le monde, c'est des petites montres. C'est du 31, 32, c'est ça 32, ouais. 32, hein, de mémoire, voilà. Ça fait un peu plus grand avec le cadran. Oui, avec l'ouverture, j'en parlais la semaine dernière. Mais globalement, ça reste une petite encre-corne. Ça reste une petite encre-corne, il faut savoir le porter. Comme dans un genre différent, on parlait des EW dont je parle souvent, l'entrecorne est quand même très très grand. On me dit, oui, mais c'est un 39, ça passera. Non, attention. Tout le monde ne peut pas le porter. C'est-à-dire que moi, là, à l'inverse, moins de 17,5, moins de 17, t'as l'impression d'avoir une pizza, quoi. Moi, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Et pourtant, tu vois, tu me disais les montres, j'ai regardé, je suis allé sur leur site, et en fait, j'ai vu la dimension. Non, mais toi, tu peux pas porter ça. Mais je me suis dit que ça n'irait pas. Même si j'avais trouvé que celle noire avec l'aiguille orange et le bracelet en milanaise, il était incroyable. Mais tu peux pas porter ça, toi. C'est trop gros pour moi. Au-delà du corne à corne, il y a l'épaisseur. Ouais. Allez, alors le ratio épaisseur à largeur est bon, hein, c'est pas ça. Mais toi, ça va paraître. Ça va pas aller, c'est trop épais. Ça va te faire la même sensation que si t'avais une $6. Ouais, non, ça va pas. Tu vois, pareil. Tu prends une SD, une 16600. Ça va pas. Et c'est pareil, quoi. Une 666, on va dire, un peu plus glam. Tiens, petite info avant, le départ de François-Henri Benamias de chez Audemars Piguet. T'en penses quoi, toi? Écoute, moi, c'est pas une manufacture que je suivais de près. Ouais. Moi, je pense. C'est pas très Audemars Piguet, toi. J'en ai eu quelques-unes, hein. Mais c'était des Audemars des années 90. Moi, je dirais de mon point de vue, mais de collectionneur, hein, c'est vraiment mon avis. François Benamias a été, je pense, un super dirigeant pour la boîte. Ouais. Il a pris plein d'orientations stratégiques, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont une image de marque qui tient sur une seule collection. Ah, mais ça a été sa volonté de toute façon. Hein. Ouais, mais ils ont quand même. Je crois que c'est dangereux par contre. C'est dangereux parce qu'en fait aujourd'hui, tu vois que l'intérêt que tu as sur la Royal Oak, il est pas limité parce que ça reste une montre phare, mais
c'est moins à la mode qu'avant. Ça fait... La hype, elle était en 2021-2022. Exactement. Bah, c'était la hype des Nautilus, des Royal Oak. Tout le monde a sorti ces trucs, puis Tissot s'est foutu dedans, et puis toutes les marques ont fait leur titre. Ils ont tous fait leur bracelet intégré, leur même design. Et aujourd'hui, tu te dis, c'est une manufacture qui a une histoire horlogère absolument fantastique. Je pense que le remplaçant, enfin la remplaçante en l'occurrence, aura sans doute pas mal de travail pour valoriser la ligne historique. Parce que en matière de complications, moi de temps en temps, je vais chez eux parce que j'ai un QP en platine, je l'avais montré la dernière fois avec des index Breguet. Magnifique. Et de temps en temps, je vais chez eux pour le régler ou le donner en révision. Et quand tu vas là-bas, les horlogers, ils sont contents de voir autre chose qu'une Royal Oak. Mais quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'en fait, la majorité des montres qu'on leur amène en révision, c'est des Royal Oak. Bien sûr. Le client Audemars Piguet qui a des montres ligne historique et classique, il n'y en a pas énormément. Et c'est dommage, tu vois. Patek, d'ailleurs, c'est une des raisons de la rareté de la Nautilus, c'est qu'ils ont toujours dit, il n'y a pas une collection, je crois, qui fera plus de 20% des ventes. Et puis, ils ont eu quand même aussi, je trouve, chez Audemars Piguet, l'espèce de coupure début 2000, Kasparov, Offshore et compagnie, qui fait que ça a coupé beaucoup de gens quand même. Il y a eu un parti pris. Très fort. Je sais plus avec qui j'en parlais aussi récemment. Je dis putain, moi, quand c'est début 2000, quand j'ai vu tous les trucs arriver, la Safari, la Terminator, j'ai vu la Squadra chez Gégère, j'ai vu ces trucs-là arriver. J'ai vu l'époque. Je vais pas nommer le nom, mais de Zénith aussi, avec des trucs en 47 et compagnie. J'ai dit, mais c'était quoi? C'était les Fly quelque chose, non? Oui, là, il y avait les Stratos et compagnie, qui étaient en 47. Avec un L Primero à l'intérieur. Qui était noyé dedans. Il y avait des Rainbow aussi énormes. Des trucs incroyables. Les Stratos Rainbow, c'est ça. Et donc, si tu veux, quand j'ai vu tout ça arriver début 2000, je me suis dit, et partenaire, je crois, Red Bull de mémoire et tout, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et donc, il y a eu toute cette coupure, je crois qu'elle a coupé pas mal de gens. Et après, ils sont revenus à des choses. Il a recentré. En plus de 10 ans, il y a quand même eu des très... Enfin, ce qu'il a fait est incroyable. En revanche, ce qu'il a fait est très témoin de l'époque qui vient de passer. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'elle démarre presque avec une feuille blanche après lui, en fait. Tu comprends? J'ai l'impression aussi. Tu vois? C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tirer le chewing-gum encore ou l'élastique de la tendance. Il faut vraiment repartir à zéro parce que les collabs Marvel et compagnie j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, qu'on est un peu sorti de ces trucs-là maintenant, quoi. Moi, tu vois, ce que je trouve fantastique dans deux marques, c'est Patek et Porsche. C'est qu'une 911 et les lignes de Patek, quand tu prends les premières versions des années 50-60 et la version 2023 ou 2024, c'est le même dessin. C'est vrai. Et en fait, mais tu l'as aussi chez Omega avec la Speed ou la Seamaster. Tu as une continuité dans le designer 2024. Je sais pas si c'est du respect, de la course professionnelle, tu l'appelles comme tu veux, mais il y a cette volonté de récupérer les codes et de continuer ce qui a fait le charme du début. Tout à fait. Et ça crée, tu vois, on parlait tout à l'heure d'âme et de légitimité, ça crée une âme quand t'es client. D'ailleurs, quand tu prends ces deux marques, c'est deux produits qui décodent peu. Ça crée une ligne et cette ligne n'a jamais été rompue. Surtout. Exactement. Et chez Audemars, t'as l'impression qu'il y a eu beaucoup de designers. Il y a toujours des codes historiques avec la première Royal Oak. Mais en fait, si tu dis c'est quoi en dehors des Royal Oak les autres lignes produits, et est-ce que tu arrives à visualiser le modèle historique des années 50 et 60? La plupart des gens ne sauront pas. Et c'est très dangereux. Et pourtant, ce resserrement autour de la Royal Oak, ça a été vendu, ça a été voulu. Alors en plus, il a resserré aussi les canaux de distribution. Aussi par rapport aux détaillants, j'avais lu qu'il voulait vendre, pour éviter le goulet d'étranglement, 35% des nouveaux modèles à des clients de la marque. Pourquoi pas? Après, ça fait 65% de captifs, donc c'est bien, tant mieux. Mais voilà, à voir comment ça va évoluer. Je sais pas. Moi, je suis un petit peu. Je suis curieux. Ce qu'il a fait est, alors encore une fois, mais je pense qu'en marketing, très très bien. Et ce qu'il a insufflé est incroyable. Mais je pense qu'elle repart d'une feuille blanche quasiment, parce que voilà, il y a eu quand même des déçus, plus que dans d'autres marques en fait, je trouve. Et des gens, quand la Marvel est sortie, les gens ont quand même dit attends, qu'est-ce qui se passe quoi? Et les collabs et compagnie. Même si, marketingment parlant, c'est intéressant et ça correspond à une partie du nouveau monde, entre guillemets. C'est ça. Mais tu vois, exactement. Mais attention, ne pas perdre aussi l'essence et le nectar. Je pense que ce qui est difficile, c'est garder ton image de marque historique. C'est compliqué. Qui est faite sur, on va dire, une certaine idée, tu vois, de l'élégance européenne, du patrimoine européen. Parce que tu as ce côté maison centenaire, boutique Genève, Paris, Londres, comme tu as chez Cartier. Et en même temps, tes clients du Nouveau Monde qui ont des codes de consommation qui sont un peu différents de l'élégance feutrée. Ça me fait penser, dans un genre différent, une marque, j'avoue, c'est Vuitton par exemple. Je parle du Maltier, là, vraiment on est loin du monogramme et du sac Noé des années 90 aujourd'hui. Clairement. Les trucs sont en plastique pour certains, transparents, machin, enfin... Et avec des collabs un peu bizarres. Des collabs un peu, voilà, des trucs, voilà. Mais encore une fois, c'est pas dire c'est bien, c'est pas bien. C'est attention à ne pas perdre l'acheteur premier.
C'est plutôt ça le warning en fait. Le red flag à moyen et long terme, moi je suis d'accord avec toi. C'est plutôt ça. C'est le danger. En fait, c'est de faire un produit de luxe et d'exclusivité, un produit de consommation mass market. Ouais. Et quand ton client il se rend compte qu'en fait c'est 80% de marketing et qu'à la fin il y a 50% de marge, le réveil peut être brutal. C'est ça. Mais quand tu vois, on parlait tout au début du podcast de la notion de valeur perçue quand tu achètes des montres vintage un peu oubliées, tu vois. Et tu peux et fondamentalement, moi tu me mets une Marvel et une Paul Reuter avec un budget illimité, je vais prendre la Paul Reuter parce que ça me parle plus. Mais je suis convaincu que la personne qui achète la Marvel, je lui mets la Paul Reuter plaquée or, il la considère même pas, tu vois. Donc il en faut pour tout le monde. Ouais, c'est clair. Sur la partie tarif, évolution des tarifs, alors encore une fois, c'est même pas Nostradamus, mais hausse des tarifs du neuf permanente d'un côté. J'ai du mal à voir moi si ça va continuer parce que quand tu vois que les volumes de vente ils commencent à se tarir, le fameux effet ciseau qu'on a dans l'immobilier, tu sais. Ouais, exactement, parce que il y a un moment donné où tu peux continuer à monter les tarifs, mais si tu n'as plus de clients, tu vas pas augmenter ton chiffre d'affaires. Surtout que ton gris après derrière sur Chrono 24 il est 50% moins cher. Tu vois, c'est là où je pense que c'est vachement difficile. Maintenir ton image de marque, continuer à augmenter le chiffre d'affaires d'un groupe pour valoriser ta marque, mais en même temps tu veux pas perdre tes clients, et puis quand tes clients ils se rendent compte que la valeur sur le secondaire a pas évolué, je pense que c'est un exercice assez difficile. Et différence entre, comme je dis à chaque fois, entre le prix et la valeur. Ouais, exactement. C'est pas parce que tu augmentes de 10% que ton prix vaut intrinsèquement 10% de plus. La vente de quelque chose, c'est offre et la demande, c'est à quel prix un acheteur est capable de mettre pour avoir ce bien, tout simplement. Si t'as beau le mettre à 7 000 au lieu de 5 000, si derrière ça se vend au gris à 5 000, bah, tu pourras toujours mettre 8 000, pourquoi pas. Moi, je suis très curieux de voir les prix de la Vuitton Tambour, nouvelle série. On en parlait tout à l'heure. Prix de sortie, c'était 24 ou 24 ouais, je crois, exactement. Je crois que c'était ça. Ils ont doublé par rapport au tarif. Ouais, non, mais ouais, c'est fou. J'ai rarement vu les médias autant tapiner pour montrer la Vuitton que sur un modèle. Je pense que ton expression était très bonne. Ah, c'était le club des michetonneuses, quoi. C'était vraiment incroyable. Tout le monde voulait sa photo avec Bradley Cooper, quoi. Tout le monde voulait ça, tout le monde voulait son goodie, tout le monde voulait son petit kit presse pour mettre la photo et le machin. Mais les gars, crée de la valeur, quoi. Et si c'est pour faire le passe-plat, ça sert à rien. Les grandes lignes 2024. On fait 2-3 petits Nostradamus avant de se quitter. Je te donne mon point de vue, tu me dis ce que tu en penses, d'accord ? Okay, si tu me dis si ça te va. Pour moi, les grandes tendances, encore une fois, c'est poursuite et accentuation des tendances actuelles, je pense. C'est-à-dire, tassement des prix, ça va continuer à mon avis. Je pense que là, les ventes vont continuer de se tasser. Je parle des montres à plus de 2000 euros, en gros. C'est-à-dire les montres chez Omega, chez certaines marques, chez Rolex, etc. Même si la demande continue à être là, mais il y a quand même pas mal de gens qui se sont détournés de ça. Le succès du vintage grandissant, donc des prix qui vont monter de leur côté, les enchères grandissantes aussi parce que les gens commencent à comprendre et à se déculpabiliser, à vulgariser ça dans le bon sens du terme. Donc je pense que le succès du vintage n'y est pas étranger. Enfin, j'avais fait un épisode chez l'Atelier du Temps, là la semaine dernière chez Vintage Watch Story où on voit qu'on peut se faire plaisir à des prix corrects, avec des pièces qui ont une histoire, avec des pièces qui ont un charme fou que tu ne retrouves pas sur du neuf. Le succès grandissant du moins de 3000 et des indépendants. Enfin, on se rend compte que il y a une vraie demande par rapport à ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Le boom des reissues, c'est-à-dire des sorties des modèles historiques qui vont continuer encore une fois, mais même si les mecs tirent sur la corde à mort. Et enfin, une coagulation de la distribution. C'est une distribution qui se resserre largement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Alors, tu me l'as pas dit avant. Moi, je suis d'accord sur absolument tout. Moi, je pense qu'effectivement, ça va être de plus en plus compliqué de vendre des trucs chers parce que la clientèle se tarit et se rend compte de la différence entre prix et valeur perçue. Exactement. Le vintage va continuer, même si, pour avoir vu, tu vois, l'actualité de ces derniers mois, il y a des prix qui étaient montés très haut sur du vintage et je pense qu'il va peut-être avoir une correction de valeur sur quelques pièces. On l'a vu récemment sur les Rolex vintage. Oui. On peut pas exclure que ça continue parce que les prix étaient montés très haut. C'est vrai. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'argent qui est dans les montres parce que les taux d'intérêt étaient bas. Et il y a plein de gens qui avaient pas mal d'argent. Crypto et compagnie aussi. Ouais, crypto et compagnie. Enfin, on n'est pas là pour faire de la macroéconomie, mais tu avais plein de phénomènes qui faisaient que des gens pouvaient dire c'est pas con de mettre de l'argent en montre. Aujourd'hui, tu as plein de placements alternatifs, y compris de l'obligataire de qualité qui te rapporte 5% par an. Donc, ta petite enveloppe pour acheter des montres, que tu aies une fortune. Les mecs, c'était S&P 500 ou acheter une Rolex. Exactement. Tu avais en gros, tu vois, tu as une allocation différente, donc il y a moins d'argent dans le marché. Donc moi, je pense que tu peux avoir des prix qui corrigent, y compris sur des choses vintage, mais qui resteront liquides à moyen terme. Et après, sur ce que tu as évoqué sur le marché du neuf et la distribution, moi, je crois beaucoup aux indépendants.
parce que oui, effectivement, c'est une tendance, c'est une sorte de recherche, tu vois, d'authenticité, de qualité-prix, être proche de la personne qui a créé le produit. C'est idiot, mais quand tu vois un indépendant, il y a moins de marketing que quand tu as face à toi un groupe multinational qui a un corner de vente dans tous les aéroports du monde. C'est vrai. Tu vois, on en avait parlé au premier podcast. Moi, ce que je déteste dans une partie de l'horlogerie, c'est me dire que tu peux acheter la même montre dans tous les aéroports du monde, internationaux. Tu vois, parce que pour moi, quand un truc exclusivité haut de gamme qui est censé être un produit artisanal, parce que c'est ça à la base la haute horlogerie. C'est ça le luxe. C'est ça le luxe. Elle est vendue dans un aéroport en duty free. J'ai du mal à percevoir, tu vois, la philosophie. Et c'est même une annihilation de tout ce qui a été mis dedans finalement. Totalement. Quand tu vois une Blancpain, justement, je t'avais montré la Batiscaf par exemple, qui est dans un aéroport, je sais plus où c'était. Tu te dis merde, les mecs ont mis du savoir-faire, de la tradition, de l'art horloger, et elles se retrouvent dans une putain de vitrine par une chance sur deux d'un mec qui sait même pas ce qu'il vend. En face d'un 747, tu vois. Avec un gars pressé en face qui essaye comme ça. Et il y a des centaines d'heures de travail d'un horloger dans la vallée de la Joux pour la monter. Tu vois, avec les indépendants. Il y a deux réalités qui se percutent en fait. Qui se percutent. Tu vois, c'est le rapport entre la mondialisation et l'artisanat qui sont en fait en plein choc avec les indépendants. Tu reviens à l'essence même de l'artisanat, d'être proche du créateur. Et en fait, tu as le sentiment d'en avoir plus pour ton argent. Tu sais, moi j'ai fait beaucoup d'épisodes avec des indépendants et le plus grand plaisir des auditeurs et clients maintenant de certaines marques, ça a été de pouvoir converser, d'appeler les mecs. Mais c'est quand ils vont chez Serica, quand ils appellent les OW, quand ils appellent d'autres marques, peu importe, c'est pas... Et qui peuvent parler avec les personnes chez Beaubleu, etc. Enfin, c'est énorme quand même. Mais je pense que quand toi, tu es horloger indépendant, tu es très fier aussi de parler à tes clients. Bien sûr. Et quand tu vas dépenser de l'argent, si on te dit on est une petite manufacture, on pourra vous livrer dans 2 ans, on est sincèrement désolé, c'est autre chose de dire vous êtes déjà client chez nous. Désolé monsieur, c'est 10 ans de liste d'attente. Tu vois, c'est bien qu'il dise ça comme ça, c'est très bien. Le rapport entre dire il faut nous comprendre, on est une boîte qui s'est créée il y a 5 ans, on débute, on est à flux tendu. Et puis comme on veut que les cadrans soient comme ci, comme ça mettra plus de temps, par exemple. Ça, c'est tout à fait légitime. Ça s'entend. Mais quand tu fais des milliards de chiffres d'affaires et qu'on t'explique que c'est 10 ans d'attente et si t'es pas client, la porte c'est par là, tout en ayant pris rendez-vous à l'avance. Je citerai aucune marque, mais on connaît des boutiques où ça se passe comme ça. Mais attends, t'es venu acheter une montre et parfois t'as déjà au poignet une montre de la manufacture. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je te montrerai après, il y a une manufacture avec qui j'envoie des textos, je suis sur la liste d'attente. La directrice de la boutique ne me répond pas à mes messages en disant où on est. Donc je suis sur la liste d'attente, on ne répond pas pour savoir où j'en suis. Tu vois, moi il y a des maisons de luxe où j'allais avant dans lesquelles je vais plus parce que l'expérience client elle est pas au niveau que c'était avant et j'ai pas envie de payer un truc cher pour avoir un service pas bon. C'est ça. Ça. Et ça rejoint ton dernier point qui était le réseau de plus en plus coagulé en fait. Coagulé et fait par les marques. Et quand tu allais chez un AD, t'avais pas ça avant. Parce qu'un AD, c'est un commerçant sans mauvais jeu de mots, c'est un commerçant de quartier. Ouais, tout à fait. Tu vois, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. Qui est là pour développer sa clientèle. Alors, il y en a quelques-uns qui ont poussé le truc en disant tu m'achètes toute celle-là et tu auras ta Rolex, mais ça, tu vois, c'est un autre débat. Mais il était là pour répondre à une demande. C'est vrai. Et c'était son métier de commerçant de voir s'il a face à lui un acheteur sérieux, pas sérieux, un mec qui se balade ou quelqu'un qui aime vraiment les montres. Et en fait, il développait la relation commerciale. T'as pas un AD qui distribuait Audemars, Rolex et Patek qui aurait dit si vous n'avez pas rendez-vous, vous rentrez pas chez moi. Tu te rends compte? C'est du délire. Ils auraient trouvé une solution pour gérer les flux, attendre dehors. Tu vois, c'est du délire. Quand tu vois qu'à Audemars, pour pas les citer, justement, t'avais Gaulet et Janta qui disposaient en 72 les Royal Oak dans la vitrine avec quelques exemplaires en priant pour que les mecs achètent les montres. Et tu parlais directement au designer de la marque. On revient de loin. Et 50 ans après, t'as des mecs qui t'éconduisent et te foutent quasiment dehors. Alors que t'es venu acheter une montre à 20 000 balles, quoi. Tu vois que je veux dire. Non, je dis 20 000, je suis gentil, tu vois, en plus. T'as déjà parlé, alors chez Audemars et Patek, c'est un peu différent. Mais quand tu vas dans les boutiques plutôt Richemont, essaie de parler un peu horlogerie avec les vendeurs. Hors le descriptif technique de la montre qui bien sûr, hors les specs. Hors les specs. Tu leur demandes sur une Reverso, par exemple, depuis combien de temps la montre a été produite. Est-ce qu'elle a été produite pour d'autres marques que j'ai gère. Hors du catalogue, en fait. Hors du catalogue, tu vois. Juste en culture horlogère. Tu seras surpris. C'est-à-dire, tes auditeurs, s'ils veulent se marrer, à la fin, vous allez dans les boutiques Richemont ce week-end et vous faites ça. Faites ça, et à la fin, s'ils vous disent le numéro de la page, en fait, parce qu'ils ont pensé que c'était dans les specs, tu sais. Et en fait, Adlib. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils vendent. Ouais, bon, enfin bref. Mais encore une fois, il faut pas se tromper dans ce qu'on dit. On n'est pas en train de se mettre en position de sachant machin. C'est pas du tout ça. C'est au contraire de dire,
C'est un univers qu'on aime, des marques qu'on aime et un peu plus de légitimité. Et avec deux, trois petits ajustements, on peut faire des merveilles. Ouais. C'est dans ce sens-là. Non, mais c'est dans ce sens-là. Alexandre, merci pour le temps, c'était top. Écoute, c'était un plaisir de te voir. C'était cool ce format avec toi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. C'était un plaisir partagé. Et sûrement à bientôt alors. À bientôt. Allez, ciao Alexandre. Ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, comme toujours, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une minute et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard. Honoré de Balzac. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!